Voilà, chers collègues, beste collega's, le 7 mars dernier, le comité d'avis fédéral chargé des questions européennes a invité Madame la ministre des Affaires étrangères à présenter l'état d'avancement des travaux préparatoires en vue de la présidence belge du Conseil de l'Union européenne. Ce sera en 2024. Et l'idée est de procéder à un échange de vues en ce qui concerne cette présidence. Aujourd'hui, nous avons donc le plaisir d'accueillir Madame la ministre pour exposer non seulement les priorités dans le cadre de cette présidence belge du Conseil des ministres de l'Union européenne, mais aussi présenter le programme du trio Espagne, Belgique, Hongrie. Alors Madame la ministre va nous présenter aussi le programme Participation et Communication qui est lié à la présidence belge. Op 20 juni is het 18 maanden programma van de Raad opgesteld door de voorzitterschappen Spanje, België, Hongarije. Mijn collega, de heer Van Guatsenoven, heeft het idee gelanceerd om in het Federaal Adviescomité een resolutie op te stellen over het Belgisch EU-voorzitterschap. Nu het trio-programma bekend is en vandaag de Belgische prioriteiten aan het parlement worden voorgesteld, lijkt het moment daarvoor aangebroken. Aldus kunnen politieke richtsnoeren worden opgesteld die als leidraad kunnen worden gebruikt tijdens ons voorzitterschap. Met mijn collega stel ik dan voor dat in overleg met de fracties van beide assemblées natuurlijk een resolutie over het Belgisch voorzitterschap zou worden uitgewerkt. De modaliteiten hiertoe zullen nog nader worden geëxpliciteerd. Donc, après la présente réunion du comité d'avis, le Parlement pourrait également fixer des réunions au cours desquelles les commissions permanentes pourraient inviter les ministres, les secrétaires d'État fédéraux à venir exposer leurs priorités dans le cadre de la présidence belge du Conseil des ministres de l'Union européenne. Je pense que les parlements ont aussi un rôle à jouer, que nous avons sans doute une particularité et que nous devons le faire savoir, le faire connaître et jouer pleinement ce rôle dans le cadre du Conseil, de la présidence du Conseil de l'Union européenne. C'est une chance, c'est une opportunité, à nous de la saisir, bien entendu. Mevrouw de minister, Madame la ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Tout d'abord, peut-être présenter l'équipe qui m'accompagne pour parler de cette présidence de l'Union européenne. J'ai à ma gauche Theodora Gensis, qui est directrice générale Europe et présidente ad intérim du SPF Affaires étrangères. Willem van der Voort, qui est notre représentant permanent au Coreper, mon conseiller Christophe de Neys. Voilà, mesdames et messieurs les députés, c'est un réel plaisir que d'être avec vous aujourd'hui pour une nouvelle session du comité d'avis général consacré aux questions européennes. Op 7 maart kwamen we de laatste keer bijeen in deze samenstelling en hebben we de balans opgemaakt van een aantal punten. We hadden het onder andere over de voortgang bij de omzetting van richtlijnen, de follow-up van de werkzaamheden met betrekking tot de conferentie over de toekomst van Europa en de voorbereidingen over het voorzitterschap. En mevrouw de voorzitter, ik begrijp uit uw uitnodiging dat u met name over dit laatste punt deze vergadering wilt organiseren. En ik vind het inderdaad een uitstekend idee. Vous le savez, le 1er juillet dernier, l'Espagne a donc officiellement pris la présidence du Conseil de l'Union européenne, ce qui veut dire que nous sommes désormais à moins de 6 mois du début de notre propre présidence, ce qui m'apparaît être un moment idéal donc, pour faire le point ensemble sur les préparatifs qui s'accélèrent. Dans mon introduction, je me concentrerai, si vous le voulez bien, surtout sur nos priorités en termes de programme et de contenu, mais je suis bien sûr à votre disposition si vous souhaitez des informations aussi sur d'autres aspects plus opérationnels de notre présidence. La présidence belge du Conseil sera en effet un exercice collectif des instances belges et le Parlement aura son propre rôle à jouer, notamment dans le cadre des conférences interparlementaires. Il est important que nous œuvrions tous dans la même direction et surtout que nous soyons donc tous au fait des événements et des préparatifs dans la plus grande transparence.
Vous pouvez en tout cas compter sur mon plein engagement en la matière ainsi que sur ceux de mes équipes. J'ai d'ailleurs, comme la dernière fois, demandé donc à notre représentant auprès de l'Union européenne, à notre directrice Théodora, etc., à Christophe d'être présents. Vu leur présence, permettez-moi aussi de saluer la détermination et la motivation de toutes les équipes qui travaillent d'arrache-pied pour faire de ce projet un succès, que ce soit au SPF Affaires étrangères ou au sein de notre représentation permanente. Au sens que tous ont envie de faire briller notre pays et de servir le projet européen. C'est très motivant et cela donne même envie d'y être enfin. Enerzijds zijn we enthousiast om het voorzitterschap van de Raad op ons te nemen, om Europa te begeleiden in haar vooruitgang en om ons land op de voorgrond te plaatsen. Dit vormt de kern van de ambities van deze regering, voortbouwend op onze roemrijke Europese geschiedenis, streeft deze regering ernaar om van dit moment een gezamenlijk succes te maken. Anderzijds zijn we ons er goed van bewust dat er met grote verwachtingen naar België wordt gekeken. Dit voorzitterschap zal een cruciaal moment zijn, niet alleen voor ons, maar voornamelijk voor het Europese project. Car il est évident que nous nous trouvons à un moment charnière pour l'Europe qui se retrouve confrontée à de très nombreux défis, mais il s'agit aussi d'un moment particulier en raison de la perspective des élections européennes qui marqueront une certaine césure, à tout le moins législative, au sein du trio de présidence que nous formons avec l'Espagne et la Hongrie. En parlant de ce trio, vous aurez sûrement vu que nous avons présenté lors du Conseil Affaires Générales du 27 juin dernier notre programme commun pour les 18 mois à venir, et ce texte est largement inspiré, je peux vous le dire, des idées qui ont été fournies par la Belgique. Il est le fruit de négociations qui se sont déroulées de manière très constructive entre 3 États membres ayant des histoires, des tailles, des visions et des positions géographiques certes très différentes au sein de l'Union européenne, mais qui ont tout de même trouvé des points de convergence qui nous rassemblent. Alors je ne vais pas vous détailler tout le texte, que je vous invite plutôt à lire si ce n'est déjà fait, mais je souhaiterais ici relever quelques éléments qui m'apparaissent néanmoins très importants. Le programme conjoint s'articule notamment autour de l'importance cruciale de consolider l'autonomie stratégique ouverte de l'Union européenne, de renforcer notre résilience économique et d'embrasser la transition verte et numérique. L'importance primordiale de l'état de droit est également rappelée, de même que le besoin de lutter efficacement contre le crime organisé et les violences liées au genre. Nous nous engageons également à poursuivre le processus d'élargissement conformément à la nouvelle méthodologie établie par le Conseil européen, en privilégiant une approche basée sur le mérite et en tenant compte de notre capacité à accueillir de nouveaux membres. Nous restons déterminés à soutenir l'Ukraine face à l'agression illégale de la Russie et à contribuer, bien sûr, à sa reconstruction. Le trio s'engage aussi à défendre les intérêts de l'Union européenne, à développer une économie solide et prospère, à protéger les citoyens et les libertés, à construire une Europe neutre pour le climat et à promouvoir nos intérêts et nos valeurs dans le monde. Nous contribuerons également activement à la préparation du prochain agenda stratégique et enfin, le trio accordera une attention particulière à la lutte contre l'impunité, aux droits humains et à l'égalité dans le respect du droit international. Ce programme de trio constitue donc le cadre de travail qui guidera nos efforts et ce pour une période donc de 18 mois. Op Belgisch niveau zullen we ook een gedetailleerd werkprogramma moeten opstellen. Daartoe heeft de FOD Buitenlandse Zaken sinds april 2022 verschillende rondes van inclusief overleg georganiseerd met alle betrokken Belgische institutionele actoren. De bedoeling is hier om op elke werkterrein van de Raad de prioriteiten, de grote dossiers en de evenementen op hoog niveau te definiëren voor alle beleidsdomeinen die de Raad bestrijkt.
Deze inventarisatie is nu afgerond en we hebben een eerste ontwerp van het programma. Deze is weliswaar nog vrij rauw, omdat het alle werkterreinen van de Raad omvat. Het is een levend document dat we de komende maanden zullen moeten verfijnen, afhankelijk van de vooruitgang die het Spaanse voorzitterschap boekt en de gebeurtenissen waarmee we te maken krijgen. We zullen ook een algemeen narratief rond dit programma moeten opbouwen. De premier kan dit programma dan op 8 décembre publiquement présenteren. Alors, sans entrer dans les détails de nouveau du programme pour chaque filière du Conseil, je dirais en résumé que notre présidence comportera 2 grands volets principaux. Nous aurons tout d'abord un rôle important à jouer d'un point de vue législatif, avec évidemment la responsabilité de finaliser un maximum de dossiers avant les élections européennes. Je m'attends à ce que nous ayons des premiers mois particulièrement chargés. Il faudra travailler efficacement car les travaux législatifs entre institutions devront être terminés en fait avant déjà la fin avril, lorsque le Parlement européen entrera en campagne électorale. En tant que ministre des Affaires européennes, je serai en première ligne pour représenter le Conseil dans les négociations avec le Parlement et notamment lors des 6 plénières du Parlement européen qui sont prévues au cours de notre présidence. Il est encore trop tôt pour savoir ce qu'il restera exactement à finaliser après la présidence espagnole et vous comprendrez que je ne souhaite pas me lancer dans des approximations car ce serait préjuger de la capacité de nos amis espagnols en qui nous avons pleine confiance d'engranger toutefois un maximum de progrès législatifs d'ici là. Et ceci étant, on sait déjà qu'on aura quelques dossiers sensibles comme le pacte asile et migration, le Green Deal Net Zero Industry Act, le paquet défense de la démocratie, la révision de la gouvernance économique et du cadre financier pluriannuel, pour ne citer que cela. Il sera essentiel que nous concentrions nos efforts sur ce volet législatif en travaillant en étroite collaboration avec les institutions et les États membres et en endossant le rôle d'honest broker qui est attendu d'une présidence tournante. C'est un rôle qui nous va bien, hein, il faut dire, et nous bénéficions d'ailleurs d'une réputation de rassembleurs et de faiseurs de compromis. Nous savons faire preuve d'impartialité parfois nécessaire pour arriver au consensus. Naast het wetgevende luik zullen we ook een strategische rol op ons moeten nemen, een leiderschap moeten tonen door de nodige sturing te geven aan de belangrijkste werven waarmee de Europese Unie geconfronteerd wordt of die cruciaal zullen zijn voor de toekomst van de Europese Unie. Dit meer strategische luik maakt in feite deel uit van de voorbereiding van de strategische agenda van de Europese Unie voor de periode 2024-2029, waaraan ons land ten volle wil bijdragen. Voor ons is dit een unieke kans om in de cockpit te zitten en zo invloed te hebben op de grote richtingen die Europa in de volgende zittingsperiode zal inslaan. Daarom zijn we op regeringsniveau begonnen met het verfijnen van onze prioriteiten en hebben we 6 grote werven geïdentificeerd die prioritair zullen zijn voor onze voorzitterschap en voor deze reflectie over de toekomstige strategische agenda van de Europese Unie. Le premier chantier est sans surprise celui de la politique étrangère, de sécurité et la migration. Nous évoluons, je ne vous apprends rien, dans un monde mouvant où l'Union européenne doit lutter pour exister, pour peser dans l'ordre mondial et pour défendre nos intérêts et nos valeurs fondamentales. On constate que notre modèle de société et toute la vision de l'Europe qui s'est construite autour d'un projet de paix et d'émancipation est aujourd'hui menacée par un régime
autoritaire qui a ramené malheureusement la guerre sur notre continent et a décidé d'attaquer l'Ukraine. L'aide que nous fournissons à l'Ukraine est tout simplement énorme. Nous avons mis en place 11 paquets de sanctions contre la Russie, réorienté nos approvisionnements énergétiques et apporté un soutien macroéconomique, militaire et humanitaire massif à l'Ukraine. Nous nous devrons de faire davantage pour lui permettre de sortir victorieuse de cette guerre et pour assurer sa reconstruction. Il en va de notre sécurité à tous. L'agenda de sécurité et de défense commune sera donc un chantier crucial, car la sécurité est la base indispensable à la prospérité et au développement économique de l'Europe, et nous devons faire tout ce qui est nécessaire pour la garantir. La pression migratoire demeure forte aux frontières de l'Union et les demandes de protection internationale connaissent toujours une forte croissance pour l'Union européenne dans son ensemble et nos systèmes d'accueil demeurent saturés. Notre pays a toujours plaidé pour une gestion ordonnée et humaine des flux migratoires au niveau européen et nous soutenons les travaux en cours sur le pacte sur la migration et l'asile, une étape majeure a été franchie récemment au Conseil Justice et Affaires étrangères avec l'adoption d'approches affaires intérieures, avec l'adoption d'approches générales sur plusieurs textes importants et les trilogues se poursuivront sous présidence belge et espagnole. De tweede strategische werf waarop ik wil ingaan is de rechtsstaat en de democratie. De oorlog van Rusland in Oekraïne is een aanval op onze waarden en op het respect voor de rechtsstaat. Maar zoals u weet worden deze democratische waarden ook bedreigd binnen de Europese Unie zichzelf. In de afgelopen 10 jaar hebben we een duidelijke erosie van de rechtsstaat in verschillende lidstaten waargenomen, met name in Hongarije en Polen. Dit baart ons ernstige zorgen, aangezien de rechtsstaat en het democratische fundament vormt dat onze Europese samenleving bindt. Het bevordert solidariteit tussen lidstaten, waarborgt justitiële samenwerking en ondersteunt het cohesiebeleid dat essentieel is voor het versterken van onze interne markt. België zal daarom het respect voor de rechtsstaat centraal blijven stellen in zijn prioriteiten en we zullen onderzoeken hoe we de huidige instrumenten duurzaam kunnen maken en de rechtsstaat verder kunnen versterken. Un troisième cluster sera celui de l'économie, du marché unique, de l'industrie et du commerce extérieur. Il est aujourd'hui de plus en plus clair que nous devons travailler à nos vulnérabilités et au renforcement de l'autonomie stratégique de l'Europe. La pandémie mondiale a en effet déjà révélé les risques liés au goulet d'étranglement dans certaines chaînes d'approvisionnement et maintenant évidemment la guerre en Ukraine et les tensions géopolitiques croissantes nous ont fait constater que notre exposition à certaines dépendances stratégiques est encore plus importante qu'initialement anticipée, et notamment en termes d'énergie et de matières premières critiques. Bien que l'économie européenne semble absorber le choc et s'en sortir relativement bien compte tenu de la situation, il est évident que la conjoncture actuelle pèse lourdement sur nos opérateurs économiques et aussi sur le pouvoir d'achat des ménages. Le double défi de notre sécurité d'approvisionnement et de notre compétitivité revêt une importance capitale pour maintenir la position économique de l'Europe. Ce sera bien sûr au centre de nos travaux. Le focus sera entre autres sur la politique industrielle et le renforcement du marché intérieur, le commerce comme source de diversification, le renforcement des investissements stratégiques, la double transition numérique et écologique, l'efficacité énergétique, l'union bancaire et la recherche de l'innovation. L'Europe sociale
L'emploi et la santé constitueront enfin notre quatrième grand cluster. Au vu du contexte actuel caractérisé par de multiples défis qui vont des transitions énergétiques et technologiques, y compris les développements récents en matière d'intelligence artificielle, aux préoccupations de plus longue date liées au vieillissement démographique, en passant par les troubles géopolitiques les plus récents, la Belgique souhaite que l'Union européenne élabore un agenda social fort pour la période 2024-2029. Et celui-ci s'appuiera sur le socle européen des droits sociaux pour assurer des conditions équitables en termes de droits sociaux minimums au sein de l'Union européenne. Le premier objectif doit être tout d'abord d'améliorer la qualité de l'emploi et d'assurer un accès effectif à une protection sociale adéquate et à des salaires décents, des revenus adéquats pour tous les travailleurs et aussi les indépendants. Cela deviendra d'autant plus crucial que de futurs élargissements de l'Union européenne risquent d'introduire évidemment des écarts de développement économique encore plus importants au sein de l'Union européenne. De Europese Unie zou de sociale pijler ook volledig kunnen integreren in het kader van Europese economisch bestuur, zoals blijkt uit het Belgische voorstel voor een sociaal convergentiekader binnen het Europese semester. Tot slot heeft de COVID-19 op het gebied van gezondheid aangetoond dat de Europese Unie een cruciaal speler is bij gezondheidscrisis. Tijdens de volgende zittingsperiode zal de Europese Unie het Europese bondgenootschap voor de gezondheid verder moeten versterken om het welzijn van onze medeburgers beter te beschermen. De Europese Unie zal ook prioritair moeten optreden om de ernstige tekorten aan geneesmiddelen aan te pakken. Cinquième cluster, c'est celui de la transition verte. De komende legislatuur dient verder stappen te zetten op het pad van de Europese Green Deal, met het nastreven van een coherente en noodzakelijke voortzetting van het reeds ingezet beleid. De strategische agenda moet prioriteit geven aan de implementatie en monitering van het Fit for 55-pakket en ervoor zorgen dat de route naar een netto nul-uitstoot tegen 2050 wordt gewaarborgd. De volgende commissie zal samen met de lidstaten moeten zorg dragen voor een evenwichtige implementatie, monitoring, evaluatie en afronding van de Green Deal en voor het versterken van de sociale dimensie door de nadruk te leggen op rechtvaardige transitie. In dit opzicht dient de kwestie van de financiering van de ecologische transitie en de nationale en Europese investeringen grondig te worden aangepakt met als uiteindelijk doel het verminderen van ongelijkheden in plaats van deze te vergroten. C'est une longue introduction, hein, mais comme ça. Mais c'est important. Mais je répondrai aussi à vos questions tout de suite après. Il est d'une importance stratégique que l'agriculture aussi continue à répondre à notre souveraineté alimentaire dans le cadre d'une politique alimentaire européenne harmonisée. La production alimentaire avec un niveau constamment élevé de sécurité de santé animale et végétale et d'efficacité énergétique est nécessaire. Elle doit aussi rester abordable pour tous les citoyens tout en garantissant des revenus décents aux producteurs. Enfin, le dernier cluster, et non des moindres, c'est celui de l'avenir, tout simplement, de l'Union européenne. Les événements géopolitiques récents ont profondément, vous le savez, bouleversé la situation en Europe, notamment en ce qui concerne la question de l'élargissement de nos relations avec nos voisins. En moins d'un an,
Sur proposition de la Commission, le Conseil européen a accordé le statut de pays candidat à 3 pays, l'Ukraine, la Moldavie et la Bosnie-Herzégovine, et elle a offert aussi une perspective européenne à la Géorgie. La perspective d'adhésion de ces pays ainsi que des Balkans occidentaux devient évidemment de plus en plus pressante, et si elle offre potentiellement des opportunités importantes qu'il ne faut pas négliger, y compris pour nos propres entreprises, elle soulève aussi des questions cruciales pour l'avenir même de l'Union européenne. Tout d'abord, sur le plan institutionnel, comment prendrons-nous des décisions demain à 33 et à 35 membres? Ce ne sera pas évident. Sur le plan de la sécurité, tout d'abord de nos frontières externes, elles seront modifiées et nous serons, disons, exposés à des voisins plus difficile. De ontwikkelingen in sommige van deze landen geven aanleiding tot ernstige bezorgdheid over de eerbieding van waarden en goed bestuur ook. Tot slot hebben deze uitbreidingen ook aanzienlijke gevolgen voor de begroting. Of het nu gaat om pre-toetredingfondsen en wederopgebouw van Oekraïne of simpelweg het goed functioneren van de interne markt en het cohesiebeleid dat deze markt ondersteunt, zoals het gemeenschappelijk landbouwbeleid of regionale fondsen. Ce débat et cette réflexion sur l'avenir de l'Europe doivent être lancées dès maintenant, évidemment, car il s'agit d'un chantier qui va prendre des années et le monde change rapidement et nous devons être prêts à réformer, à anticiper ces changements plutôt qu'à les subir. Et en tant que pays fondateur et pilier du projet européen, la Belgique a évidemment un rôle clé à jouer dans ce débat. Nous devons nous impliquer pour être une force de proposition et pour veiller à ce que l'Europe future corresponde à nos aspirations, une Europe qui soit fondée sur la paix, où l'intégration économique et le marché intérieur restent les moteurs de succès, mais aussi de nos libertés fondamentales. Sur ces 6 clusters, je m'impliquerai personnellement et en priorité au vu de mes compétences ministérielles sur les thèmes de l'avenir de l'Union européenne, de la politique étrangère, de l'état de droit et du commerce extérieur. Et chaque ministre du gouvernement, bien sûr, aura l'occasion d'agir dans sa sphère propre de compétences. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, zoals ik eerder aangaf, bevindt Europa zich op een keerpunt in haar geschiedenis, op een moment het te maken krijgt met buitengewoon druk, zowel van buitenaf als van binnenuit de Europese Unie. We moeten optimist blijven, aangezien we geconfronteerd met autoritarisme en populisme en economische schokken een model hebben dat historisch gezien zijn onschatbare waarde heeft bewezen. Dit model biedt een antwoord op de uitdagingen die autoritarisme, populisme en een volatiele economische toestand momenteel opleggen. Het is een model van een open, democratisch Europa waar elke burger gelijk rechten geniet en dat steunt op een solide interne markt gedragen door hoog gekwalificeerde arbeidskrachten. Face à cette conjoncture difficile, j'ai en tout cas la conviction profonde que seule une Europe unie et forte nous permettra de naviguer avec succès au travers de cette tempête. La Belgique aura l'honneur et la chance d'occuper la présidence du Conseil à un moment crucial. Nous sommes prêts, je peux vous le dire, à relever ce défi. Et en ce qui me concerne, je peux vous assurer que j'y mettrai donc toute mon énergie. Ik dank u, je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Nous entamons le tour de parole. En zoals gewoonlijk
Mevrouw Van Bossuyt, zeker. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Dank u wel ook, mevrouw de minister, voor de toelichting. Mevrouw de voorzitter, ik zou graag meteen zeggen dat collega Van Lauwe en ikzelf samen de tussenkomst voor onze fractie zullen doen. Dus ik zal tussenkomen en collega Van Lauwe zal meteen aanvullen. Eerst en vooral, ik vind het jammer dat er zo weinig interesse is bij ons in het parlement over toch wel iets heel belangrijk. Dit gaat over het trio-voorzitterschap, over het Belgisch voorzitterschap. Zijn toch wel heel belangrijke zaken. Ik tel 6 parlementsleden en dat wij met de N-VA dus voor 1/3 van die parlementsleden vertegenwoordigen. Dan moeten ze dus nog maar een keer zeggen dat voor ons Europa niet belangrijk is. Het tegendeel wordt hier alweer, zou ik dan zeggen, nog maar eens bewezen. We hebben ook begrepen dat er een resolutie zal aankomen. Dus daar kijken wij alvast naar uit. Ik ben heel erg benieuwd wat daarin zal staan. Ik heb een licht vermoeden dat wij daar misschien wel een paar amenderingen op zullen doen. Maar we kijken alvast uit naar de eerste aanzet van die resolutie. Die zal ook in deze commissie dan besproken worden, mevrouw de voorzitter, veronderstel ik. Of dat zullen we nog... Oké, dat zullen we dan wel nog zien. Nu, het vorige voorzitterschap dateert van 2010. En ik denk dat we echt wel kunnen zeggen dat het Belgisch voorzitterschap van 2010 dat een succes was. We zijn daar ook voor geprezen door de andere lidstaten. Een klein verschil met de situatie nu is dat er toen geen regering was. Dat is misschien een van de weinige voordelen van lange regeringsvormingen. Ik hoop dat het feit dat er nu wel een regering is, dat het succes van ons voorzitterschap niet zou hypothekeren, omdat er bijvoorbeeld geen eensgezindheid binnen de Belgische regering zou ontstaan over bepaalde onderwerpen. En ik zal er straks misschien enkele aanhalen waar we nu toch al merken binnen het parlement en ook binnen de federale regering dat er niet over alles eensgezindheid is. Maar ik hoop dat het succes van ons voorzitterschap niet in de weg zal staan. En ik kom al meteen bij een eerste dossier, want u heeft 2 grote lijnen naar voren gebracht voor ons voorzitterschap. Een wetgevend luik en dan het strategische luik. Wat het wetgevende luik betreft, zegt u terecht, is een heel belangrijk element van het voorzitterschap. Dat is de wetgevende dossiers afwerken. Nu, een van die dossiers die wel eens op ons bord zou kunnen komen, zijn de onderhandelingen over het Mercosur-handelsakkoord. Het Spaans voorzitterschap heeft aangekondigd daar een prioriteit van te zullen maken. Maar het is niet ondenkbaar dat die onderhandelingen niet afgerond zullen zijn tijdens het Spaanse voorzitterschap. Dus dan zal dat tijdens het Belgische voorzitterschap moeten afgerond worden. Ik hoop oprecht, mevrouw de minister, en dan kijk ik niet zozeer naar u, maar wel naar andere coalitiepartners, dat we daar aan één touw zullen trekken om effectief dat handelsakkoord tot een goed einde te kunnen brengen. Want er staat heel veel op het spel, dat weet u, en ik weet dat u daar zelf van overtuigd bent, maar zoals gezegd, andere coalitiepartners niet. Dan denken we bijvoorbeeld aan de mogelijke ontdubbeling van het akkoord tussen een handelsluik en een politiek luik en andere zaken. Maar bon, dus dat is al een eerste vraag die ik daarbij heb. Een tweede bedenking. Ik heb gezien in het programma van het trio-voorzitterschap dat ook een van de dossiers die naar voren worden geschoven om af te werken is zorgen voor vooruitgang in zaken de wetgevingsvoorstellen betreffende een nieuwe reeks eigen middelen. U begrijpt dat voor onze fractie een nieuwe reeks eigen middelen dat nu net een dossier is waar we misschien geen prioriteit aan moeten geven. Ik denk dat de Europese Unie vooral een herschikking moet doen van de bestaande middelen en geen nieuwe eigen middelen moet gaan creëren. We betalen al heel veel federale belastingen om daar nog Europese belastingen bovenop te doen. Dat lijkt ons een brug te ver. Dan komen we bij het strategische luik, waarbij u terecht zegt dat de voorbereiding van ons voorzitterschap dat ook een belangrijke richtlijn zal zijn voor de nieuwe legislatuur van het Europees Parlement, onder andere, die we zullen hebben tussen 2024 en 2029. En dan herhaal ik heel graag onze oproep die we keer op keer doen. Ik doe die ook keer op keer aan de premier. En dat is liever focussen op een beperkt aantal thema's die we tot een goed einde kunnen brengen, dan een beetje van alles en daardoor eigenlijk niks te doen. U zegt van het document dat er nu is, dan spreek ik specifiek over het Belgisch voorzitterschap, is nog een rauw document. Het is een levend document dat we nu verder verfijnen. Dus ik hoop dat daar die boodschap toch duidelijk in terecht zal zijn, dat we duidelijke prioriteiten naar voren zullen schuiven. U heeft dat nu al gedaan met 6 werven. Dat is al
vrij breed natuurlijk. Een eerste vraag die ik bij een van die werven heb is, u vermeldt de rechtsstaat en de democratie als een belangrijke werf. Inderdaad, we staan binnen de Europese Unie gekend voor onze waarden en normen, worden ook heel duidelijk opgesomd in artikel 2 van het verdrag betreffende de Europese Unie. En u verwijst niet alleen naar die waarden, het belang van die waarden buiten de Europese Unie, maar ook binnen de Europese Unie zelf. En dan noemt u onder andere Hongarije en Polen. Maar ik vind het bijzonder dat u Spanje dan niet vernoemt. Want we kunnen toch vaststellen dat er ook in Spanje met de regels rond de rechtsstaat, dat die niet altijd heel correct nageleefd worden. Dan verwijs ik naar Catalonië, waar democratisch verkozen politici in de gevangenis zijn opgesloten voor jaren. Zijn die gevangen genomen. Dan verwijs ik ook heel graag naar een stad in Spanje waar momenteel ook LGBTI-no-go-zones zijn. Ik heb daar nergens iets over gezien van een veroordeling of zo. Toen dat in Polen bijvoorbeeld ingevoerd werd, heel terecht, waren daar heel verontwaardigde reacties over. Wij zien nu net hetzelfde in een bepaalde stad in Spanje. Dus ik weet niet hoe u dat dan rijmt. Dus dat lijkt mij toch ook wel heel belangrijk. Dan een volgende werf is het versterken van de strategische autonomie. Nu, u vernoemde zelf de strategische autonomie. In de paper wordt er systematisch gesproken over de open strategische autonomie. En dat is toch wel iets heel belangrijk, want die strategische autonomie mag geen excuus zijn om tot protectionisme over te gaan. Dus die open strategische autonomie, heel belangrijk. U vernoemde daarin trouwens ook de Raw Materials Act, de edele aardmetalen. Heel belangrijk voor onze energietransitie. Vandaar dat ook die handelsakkoorden heel belangrijk zijn, zoals het Mercosur-handelsakkoord, heel belangrijk onder andere voor die aardmetalen. Denk ook bijvoorbeeld aan de exportbeperking die we nu vanuit China zien. Dus heel belangrijk ook om daar diversificatie te doen. Maar om ook binnen de Europese Unie zelf die edele aardmetalen die we hebben, om die te gaan ontginnen. En ook daar zien we terug dat er bepaalde partijen zijn die zeggen van ja, we vinden toch niet... Dat zijn trouwens de partijen die het meest inzetten op die hernieuwbare energie. We moeten 100% hernieuwbare energie hebben, maar als het er dan over gaat om bijvoorbeeld windmolens te kunnen produceren waar die edele aardmetalen voor nodig zijn, dan mogen die wel niet ontgonnen worden. Dus ja, het is ofwel het een ofwel het ander. Dus mijn vraag is, zullen wij als België er ook voor pleiten, onder meer tijdens ons voorzitterschap, dat ook de edele aardmetalen die we binnen de Europese Unie ter beschikking hebben, dat die ook ontgonnen worden. Ik denk dan bijvoorbeeld in Groenland, iedereen weet dat, daar zitten heel veel edele aardmetalen. Zullen wij er ook voor pleiten dat ook die ontgonnen kunnen worden? En die open strategische autonomie brengt mij meteen ook bij die handelsovereenkomsten en het belang van die handelsovereenkomsten. Ik lees in de paper van het trio-voorzitterschap dat we een ambitieus en evenwichtig handelsbeleid tot stand zullen brengen. Dat is zeer goed. Ik hoop dat we dan ook effectief volop zullen inzetten op die handelsakkoorden. Onderzoek en innovatie. Ook een werf die u aanhaalde. Kijk, ik heb nu al dorst. Laat staan wat dat voor u moet zijn. Nee, maar dus onderzoek en innovatie inderdaad ook een belangrijke werf. Het is een onderdeeltje van die vierde werf die u vernoemde. Maar ook daar weer een vraag richting u. We hebben vorige week het voorstel van de Europese Commissie gehad om open te staan voor hoogtechnologische gewasveredeling, waaronder CRISPR bijvoorbeeld. Die onderhandelingen zullen volop lopen tijdens ons voorzitterschap. Het standpuntbepaling van de Raad, standpuntbepaling van het Europees Parlement, misschien al de aanvang ook van de trilogen, dat weten we nog niet. Maar daar zien we meteen dat ook daar er weer een frictie is. Bepaalde partijen binnen deze regering die staan daar zeer weigerachtig over ten opzichte van die techniek, terwijl die techniek ons juist toelaat om tot een duurzame landbouw over te gaan, tot een duurzame voedselproductie. Dus mijn vraag is, welk standpunt zullen wij daar dan in België innemen? Zullen wij volop de kaart trekken van die innovatie en dus van die nieuwe technieken in hoogtechnologische gewasveredeling of niet? De groene transitie was de voorlaatste werf die u vernoemd heeft. U verwijst dat er een evenwichtige implementatie moet zijn van de Green Deal, Fit for 55, en ook het versterken van de sociale dimensie ervan.
Absoluut moeten we aandacht hebben voor de haalbaarheid en de betaalbaarheid van die transitie. Dat is een heel belangrijk element waar u onze steun alvast ten volle voor zal krijgen. U vernoemde daarin ook landbouw. Daar had ik graag de aandacht gevestigd op het belang van landbouw en mededinging. Die twee gaan hand in hand en dus het is heel belangrijk dat bijvoorbeeld ook de positie van de landbouwer in het ketenoverleg daar ook versterkt gaat worden. Ik denk dat dat heel belangrijk is om ook voor die landbouwer een eerlijke prijs te kunnen geven voor zijn producten. Dus die positie van de landbouwer in het ketenoverleg zal belangrijk worden. En dan wat de toekomst van de Europese Unie betreft, heeft u het over die uitbreidingsrondes. Ik denk dat we vooral lessen moeten trekken uit de laatste uitbreidingsronde met Roemenië en Bulgarije. Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat dat te snel is gebeurd. Dat die landen eigenlijk te snel zijn toegetreden. Maar eens toegetreden natuurlijk, ja bon, dan is het zo. Dus belangrijk om en dat wordt wel expliciet vermeld in de nota, ook u heeft het nu vermeld, het belang dat de Europese Unie zelf de capaciteit heeft om nieuwe landen op te nemen, is inderdaad een heel belangrijke, de Kopenhagen-criteria. Want het zijn altijd de andere criteria van Kopenhagen die vernoemd worden, maar de capaciteit van de Unie om zelf die implementatie te kunnen doen is een heel belangrijke. Wat ik een beetje mis, is de positie in verband met Turkije. In het kader van die uitbreiding. Wordt het niet hoog tijd, want Turkije is nog altijd officieel een kandidaat-lidstaat, wordt het niet hoog tijd om gewoon eerlijk te zijn met Turkije en te zeggen van kijk, jullie zullen nooit kunnen toetreden tot de Europese Unie, maar wij willen wel een bijzondere relatie met jullie gaan opbouwen. En dan vind ik wat er in de paper staat een beetje dubbel, want er staat dat er een coöperatieve en wederzijdse voordelige relatie met Turkije zal opgebouwd worden op basis van het door de Europese Raad bepaalde kader. Nu ja, dat kader door de Europese Raad bepaald momenteel is dat Turkije een kandidaat-lidstaat is. Dus ja, wat is het dan? Gaan we voor een coöperatieve en wederzijds voordelige relatie met Turkije en dus geen lidstaat? Of gaan we toch nog altijd streven naar het feit dat Turkije een lidstaat kan worden van de Europese Unie? Voor ons moet het vooral het eerste zijn en het tweede, daar kan toch geen sprake van zijn. Dan een voorlaatste vraag is de invloed van de Spaanse verkiezingen. Ik denk niet te onderschatten wat de invloed zal zijn op van de Spaanse verkiezingen die binnenkort zullen plaatsvinden. Dus ik heb u daar u of premier De Croo al eens over ondervraagd. Maar bon, de vraag is, ja, gaat dat voor een wijziging zorgen? En dan een laatste, alvorens ik het woord heel graag geef aan mijn collega, is in verband met de organisatie van het voorzitterschap. U weet dat wij een heel gecompliceerd land zijn. Ja, mevrouw de voorzitter, ik zie u alweer aantonen van timing, maar ofwel hebben we hier een degelijke discussie en hebben we echt een gedachtenwisseling, ofwel moeten we gewoon teksten in het vervolg Ik persoonlijk voorlezen. geef het woord. Mevrouw Van Bossel. Ja, maar ik zie u al gesticuleren. Ik zou het jammer vinden. De voorzitterschap geeft het woord. Ja, absoluut. Ja, dat is het probleem. Ja. Dat is geen probleem. Ik denk dat ik duidelijk had aangegeven dat collega Van Lauwe zal aanvullen. Hè. Dus ik zou het ten zeerste appreciëren als dat ook zo kan. Ja. Dus het laatste element dat ik zelf alvast zal aanhalen is in verband met de organisatie van ons voorzitterschap. U weet dat wij een gecompliceerd land zijn. Dat er een samenwerkingsakkoord bestaat over de organisatie van bijvoorbeeld de raadsvergaderingen dat van 1994 dateert. Dus helemaal gedateerd is en voorbijgestreefd in het licht van de voorbije staatshervormingen. Dus zou het niet mooi zijn om van het Belgisch voorzitterschap gebruik te maken om een best practice die nu al voor een stukje effectief in de praktijk bestaat, om de deelstaten meer te betrekken, maar om dat effectief ten volle door te voeren. Want wij horen dat er nu soms 1 deelstaatvertegenwoordiger is, terwijl u best weet dat er meer deelstaten zijn in dit land. Dus vandaar de vraag of we het samenwerkingsakkoord, niet de strikte regel daarvan, aangezien die toch voorbijgestreefd is, maar om daar de goede praktijk te hanteren om de deelstaten ten volle te betrekken. En met uw goedkeuren, mevrouw de voorzitter, maar dat laat ik aan u, zou ik heel graag het woord geven aan mijn collega Van Lauwe nu. Ik zal eerst een eerste ronde en daarna, meneer Van Loon, natuurlijk
Monsieur Flao. Bien, merci Madame la Présidente. Merci Madame le Ministre. Il faut toujours rester optimiste. Lors d'une précédente présidence européenne, je crois que c'était en 2000, on disait déjà beaucoup de même chose. Mais bon, gardons le moral et avançons. Si vous me permettez, je vais commencer par votre point 4. Parce que finalement, l'Europe sociale, ce que nous aimerions nous trouver dans ce programme de la Belgique pour sa présidence européenne, c'est la référence au socle européen des droits sociaux, afin d'améliorer la qualité de l'emploi et aussi garantir un accès effectif à une protection sociale adéquate et à des salaires décents. Ce serait bien de mettre ça dans une déclaration de politique pour notre présidence au niveau de l'Union européenne. Ensuite, un deuxième point dans le même chapitre, ce serait renforcer le dialogue social et la négociation collective, en quelque sorte inspirer les autres de notre modèle de concertation. Ça ne marche pas toujours, mais quand même, ça permet de fonctionner et d'avancer. Troisième élément, dans ce même point 4, intégrer pleinement le socle social dans le cadre de la gouvernance économique en renforçant l'équité sociale. Et ensuite, certainement, mais vous l'avez dit, renforcer l'Union européenne dans le domaine de la santé pour garantir une disponibilité suffisante du personnel de santé, sa formation, mais également, quelque part, aussi bien traiter ce personnel de santé sans oublier la façon dont nous les avons salués au moment du Covid et on les oublie un peu aujourd'hui. Alors ce problème spécifique aussi de l'accès aux médicaments, la pénurie, les pénuries et la fixation des prix de ces médicaments. Donc ça, c'est un peu ce que nous souhaiterions voir dans ce point 4 qui pourrait devenir le point 1, ce qui donnerait un sens, je vais dire, à notre priorité prioritaire. Il y a aussi un élément qu'il faut signaler et dont on ne parle pas, c'est peut-être l'accès aux services bancaires et la fracture numérique. On n'en parle pas beaucoup, mais en tout cas, aujourd'hui, quand on consulte, quand on entend les préoccupations des personnes, non seulement à l'égard de leur compte bancaire, mais aussi à l'égard de l'administration, il faut effectivement trouver un moyen de limiter ou de réduire cette fracture numérique. Et puis, vous avez parlé sur la politique étrangère. Donc, je suppose que c'est la politique étrangère et la défense également, à un moment où on s'interroge s'il existe encore une défense européenne. Il suffit de voir la préparation du sommet de Vilnius, où par décision unilatérale du président des États-Unis, on décide qu'on va maintenant procurer des armes, des bombes avec sous-munitions à un pays comme l'Ukraine. Je crois que là, il faut une position ferme de la Belgique, du Premier ministre, du ministre de la Défense, de tous les ministres, pour dire que pour nous, ce n'est pas possible. C'est effectivement franchir une étape et dire que d'autres l'utilisent, quel que soit le pays qui les utilise, c'est nier la résolution dont nous avons été à la base, en 2006, qui finalement condamne l'utilisation de telles armes. Et aujourd'hui encore, au Laos, au Cambodge, au Vietnam, on est en train de déminer, d'assainir des sols où chaque jour des enfants, des agriculteurs souffrent parce qu'ils tombent sur ce type de sous-munitions. Et donc, pour nous, c'est une arme qui ne peut pas être utilisée. Mais donc, est-ce que l'Europe a quelque chose à dire? On le verra au niveau du sommet de Vilnius. L'autre élément, c'est en matière de politique étrangère, on aborde souvent la question de la migration, et souvent la question de la migration avec une orientation qui est l'orientation de l'Europe forteresse, quelque part. Et je ne sais pas si on va pouvoir avancer sérieusement quand on constate le nombre de gouvernements au niveau européen qui comptent des mouvements d'extrême droite ou qui s'appuient sur des gouvernements, sur des mouvements d'extrême droite, voire fascistes, pour gérer cette problématique. Et là, je crois qu'il y a une inquiétude à avoir. Il faudra sans doute lutter et être plus que déterminé pour une politique de migration plus humaine, en tout cas, que celle qui est menée aujourd'hui. Même chose quand on parle de l'état de droit et de la démocratie. Comment négocier
avec certains gouvernements et certains partis, des éléments d'une vraie démocratie et de l'état de droit. Il suffit de voir dans certains pays qui sont dans l'Europe maintenant depuis un certain temps, tous les débats et tous les combats qu'il faut mener pour les ramener à la raison dans l'abandon de certaines législations contraires à cet état de droit et aux libertés individuelles. Et puis alors, l'avenir de l'Union européenne. Alors, on a vécu les élargissements successifs, mais ce n'est pas un succès. Plus on avance et plus on constate que l'Europe s'apparente à un patchwork, où finalement, vous l'avez dit, pour prendre une décision en 27, c'est déjà quasiment impossible. Alors vous imaginez, quand on ajoutera encore quelques pays, ça sera impossible, sauf à prendre des décisions, le plus petit commun dénominateur, qui effectivement n'apporte aucune solution, ni ne satisfera certainement pas la population. Et puis il y a un autre élément, là je suis un peu inquiet, que finalement, à aucun moment, ni les Espagnols, ni nous, dans notre politique, n'intégrons à aucun moment, même le terme Afrique n'est pas utilisé. Non, il n'est pas. Non, au détour peut-être, mais en tout cas, ça mériterait peut-être d'être un peu plus clair, cette solidarité avec le continent africain. Au moment où la France foire complètement sa politique africaine, au moment où il y a une attente pour que l'Europe soit présente, et plus particulièrement la Belgique aussi, si nous ne saisissons pas cette opportunité pour être finalement un partenaire solide, crédible et fiable dans le temps avec le continent africain, nous allons rater une occasion et dans quelques années ou dans quelques mois, on dira les Chinois sont là, les Russes sont là, les Libanais sont là, les Indiens sont là, les Turcs sont là, alors que nous avons, nous, toute la possibilité d'être présents parce que finalement, nous sommes petits, nous avons une certaine historicité, nous n'arrivons pas de façon arrogante et nous voulons être avant tout partenaires et c'est peut-être cela, en termes de contagion positive, que l'on pourrait faire pour être utile à l'Europe et aussi être utile à l'Afrique. Parce que notre avenir, par la jeunesse du continent africain, mais aussi par les potentiels en matière de climat, en matière de production, en matière d'agriculture, etc., soyons différents que les pays qui viennent en Afrique pour racheter le droit de polluer dans nos pays et finalement laissons crever cette Afrique. Non, nous avons un devoir de solidarité à mener et si la Belgique ne le fait pas, si les gouvernements belges ne le font pas, on verra ce que le Parlement belge, en quelque sorte, soit porteur dans les résolutions successives de mettre l'Afrique à l'ordre du jour. Et le dernier élément, comme ça je ne serai pas trop long, en ce qui concerne, c'est un point de détail mais qui n'en est pas un, parce que souvent dans les symboles, beaucoup de choses s'y trouvent. J'espère simplement que dans le logo de la présidence européenne, et j'ai vécu d'autres présidences européennes où il a fallu réfléchir au logo et peut-être en corriger quelques-uns, il faudrait que les couleurs de la Belgique apparaissent. Le team Belgique, comme disait un certain Alexander De Croo il y a quelque temps, doivent s'y retrouver et il ne faudrait pas dévier notre logo à cause de préoccupations certes importantes, mais qui finalement n'ont rien à voir avec l'Europe pour l'instant. Il faut que nos couleurs soient présentes. Je ne demande pas le coq, le lion, et non, je demande simplement les couleurs que l'on trouve sur le maillot des Diables Rouges, ou plus précisément sur les basketteuses qui sont championnes d'Europe. Voilà, merci beaucoup. On peut toujours compter sur les équipes féminines, M. Flauw. Meneer De Spiegel hier. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik ga het kort houden, korter dan mijn collega mevrouw Van Bossuiten sprak, Waterval uit Gent. Ik wil wel haar rekensommetje even afmaken. Ik betreur ook het magere aantal van 6 parlementsleden, 1/3 daarvan N-VA-parlementsleden en 50% parlementsleden van de V-partijen. En dit op 10 juli, de vooravond van 11 juli. Dus symbolischer kan het niet zijn, collega's. Verder, ik ga het kort houden zoals beloofd, in het kader van die EU-uitbreiding in het algemeen en de toetredingsstatus van landen als Oekraïne, Bosnië-Herzegovina en Moldavië in het bijzonder, ja, denk ik dat we het hier zo goed als allemaal eens over zijn dat vorige uitbreidingen minstens te snel zijn gegaan, niet goed genoeg zijn voorbereid en eens die landen ingesloten waren, in de armen gesloten waren van de Europese Unie, misschien ook niet goed zijn opgevangen en begeleid. Dus uitbreidingen in de letterlijke en figuurlijke richting van Bosnië, Moldavië en Oekraïne getuigen voor mijn partij het Vlaams Belang
enkel van een kortzichtige geostrategische motivatie, maar niet echt van een doordachte lange termijnvisie voor Europa. Ten tweede het concurrentievermogen. Dat mondiale concurrentievermogen van de EU versterken door de industriële basis te verstevigen. Dat is natuurlijk ook voor het Vlaams Belang een nobel doel. Maar ik maak daar graag al een eerste kanttekening bij. Ik vind dat daar weinig over gesproken wordt, maar die ambitie die daarin geformuleerd wordt door het maniacaal ecologisch dogmatisme in deze Europese Unie en ook in deze Vivaldi-regering eigenlijk toch wel sterk gehinderd. En ik denk dat hier ook partijen in de zaal zijn die zelfs tot de Vivaldi-meerderheid behoren, die eigenlijk die ongerustheid ter zake een beetje delen. Maar dan een subdomein ter zake, in zaken dat concurrentievermogen, wordt er ook gezegd, en ik hoor die stemmen luider en prominenter naar voren komen, de bezorgdheid aangaande de strategische afhankelijkheid van China. Of beter gezegd, het loskoppelen van die afhankelijkheid daarvan. Want hoe rijmt men dat, die onafhankelijkheid van Peking en de open strategische autonomie voor de EU en haar lidstaten, met het nog steeds inschrijven van het megalomane infrastructuurproject van de nieuwe zijderoute. We hebben hier in België ook een aantal pijnlijke precedenten ter zake. We hebben Cosco-Zeebrugge, maar natuurlijk het meest symbolische voorbeeld is naast Alibaba, is natuurlijk de Triligeport de Liège. Toevallig of niet in de achtertuin van Herstel van meneer Hedebouw. Daar is de letterlijke en figuurlijke brug met China al geslagen. En dat kan op korte termijn misschien wel positieve invloeden gehad hebben voor de lokale, regionale economie. Maar wij stellen ons daar toch vragen bij wat dat op langere termijn zal geven. Ik maak referentie naar bijvoorbeeld de haven van Piraeus, waar die economische invloed, die strategische invloed van China ook al geleid heeft tot politieke invloed binnen de Griekse politiek en binnen de Griekse internationale politiek. Hoe zal België, zoals Italië onlangs het voorbeeld gaf en toch wel een duidelijk signaal gaf naar China door uit die zijderoute te stappen, hoe zal België daar in aanloop van en tijdens het voorzitterschap over ageren of communiceren naar andere EU-lidstaten? En ten tweede, tot slot, aan de vooravond van 11 juli, ik had het daar net al over, welke houding zal België tijdens haar voorzitterschap en in aanloop ervan innemen betreffende het buitenlands beleid van haar regio's? Ik denk dan bijvoorbeeld aan handelsbeleid, om er maar één te noemen, een belangrijkste te noemen waarschijnlijk. Want ik verwijs graag naar het regeerakkoord, waarin duidelijk beloofd werd dat die samenwerkingsakkoorden in zaken dat buitenlands beleid, die samenwerkingsakkoorden uit 1994, geëvalueerd en geactualiseerd zouden worden. Hoe ver staat het met die evaluatie en die actualisering? En welke houding zal het federale België hier innemen naar haar lidstaat, naar haar gewesten, naar haar gewesten toe? Dank u wel voor uw antwoorden, mevrouw de minister. Monsieur de Maagd. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, chers collègues, je suis évidemment ravi de cette commission dédiée au programme de notre présidence belge au Conseil de l'Union européenne qui commencera le 1er janvier prochain. Les mots ou les expressions sont parfois un peu galvaudés, mais osons le dire, si pas historique, c'est un moment à tout le moins cardinal pour notre pays. Membre fondateur de l'Union européenne, nous allons exercer cette responsabilité de porter un programme ambitieux pour l'Europe, un programme dont vous venez de nous révéler les grandes lignes, Madame la Ministre. Notre programme, mais aussi un programme dans lequel nos 26 pays frères européens se retrouvent, le sens du compromis et de l'élan collectif étant des maîtres mots de la construction européenne. Alors un élan collectif, Madame la Ministre, qui doit, dans notre État compliqué, complexe, rassembler l'État fédéral et les entités fédérées, mais qui doit aussi susciter l'intérêt de nos concitoyens pour une machinerie européenne qui, il faut bien le dire, elle aussi, est très complexe. L'accord de gouvernement d'octobre 2020 est clair sur ces différents points d'introduction, et je vais d'ailleurs le citer. Le gouvernement attache une grande importance à la réussite de la présidence belge du Conseil de l'Union européenne au premier semestre de 2024. Il engagera les préparatifs nécessaires à cette fin, en étroite concertation avec les entités fédérées. La prochaine présidence sera l'occasion de renforcer le soutien de l'opinion publique à l'idée européenne. Fin de citation. Alors, chers collègues, ce programme est marqué à mes yeux par deux grands axes structurels. D'une part, la fin de la législature Parlement européen-Commission européenne et donc l'adoption ou l'échec
pour un certain nombre de législations et de réformes, et d'autre part le contexte dans lequel notre Europe vit en ce moment. Nous avons traversé, et cela a été dit, une crise sanitaire qui a souligné la nécessité de reprendre en main notre approvisionnement en systèmes médicaux, les masques, les médicaments, pour lesquels nous étions dépendants de l'extérieur. Et puis nous devons aussi continuer à agir efficacement pour lutter contre le bouleversement climatique. Nous devons investir dans la révolution numérique et le réarmement économique de l'Europe pour nos entreprises et à travers la formation professionnelle. Nous devons être généreux vers les autres afin de limiter les inégalités dans le monde. Et puis nous devons mieux répondre aux menaces contre notre démocratie et nos libertés individuelles. Enfin, nous devons soutenir l'Ukraine afin qu'elle puisse retrouver sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire et se reconstruire. Ça en fait des défis. Tous ces défis, l'Europe doit y répondre à travers ses États, ses institutions. Nous pouvons bien sûr compter sur l'engagement du président du Conseil européen, Charles Michel. Nous devons être en dialogue constant avec les groupes parlementaires du Parlement européen et la Commission européenne. Tous ces défis, chers collègues, exigent de l'Europe plus d'efficacité, moins de complexité, plus d'autonomie et moins de frilosité à agir. La Belgique a cette qualité de mettre en avant un grand degré d'unité qui est absolument nécessaire. Deux grands axes structurels, je disais, à la fin de la législature, les derniers chantiers politiques et priorités législatives et le contexte international. Puis, comme en 2001, un espace pour répondre à un événement inattendu qui fut, à l'époque, vous vous en souvenez bien sûr, l'attaque terroriste du 11 septembre. Cette Europe, Madame la Ministre, elle sera replongée dans la légitimité électorale à travers les élections de juin prochain. Il faut donc qu'elle soit enracinée dans toute la Belgique. Cette présidence est donc l'occasion de montrer cette Europe au plus près de nos concitoyens, qui doivent mieux la comprendre et aussi mieux se l'approprier. Et je terminerai cette introduction en saluant toutes les équipes qui, partout au sein de l'État, relèvent ce défi. L'ensemble des équipes de diplomates, dont la directrice des Affaires européennes du SPF Affaires étrangères, Madame Theodora Gensis, notre représentation permanente également à Bruxelles, dont l'ambassadeur Willem van de Voorde. Ils ont déjà effectué un travail, je pense, exceptionnel pour préparer cette présidence et ils mettent en œuvre la dernière touche au programme qui sera mis en œuvre durant ces fameux 6 mois. Madame la Présidente, j'ai été ravi d'entendre dans la présentation de notre ministre des Affaires étrangères 8 ou 9 thèmes qui me tiennent à cœur. D'abord, une Europe plus souveraine qui fait avancer notre politique de défense. À la veille du sommet de l'OTAN à Vilnius, c'est très important de rappeler notre volonté de densifier le pilier européen de l'Alliance, où nous assumons bien sûr nos responsabilités. Deuxièmement, une Europe qui pilote sa politique migratoire et qui protège son droit d'asile. Ce sera un objectif belge que de faire enfin aboutir ce qu'on appelle le paquet migratoire européen. Tertiaire, une Europe parcourue par des filières industrielles fortes et intégrées, l'hydrogène, les batteries, l'espace pour lequel la Belgique est en pointe, les semi-conducteurs, le cloud, la défense, la santé et la culture. Une Europe finalement qui parvient à bâtir un nouveau modèle européen de croissance, une Europe où on puisse à nouveau produire, créer de la richesse à la pointe de l'innovation. Quattro, une Europe aussi qui doit défendre son propre modèle social, une Europe créatrice d'emplois qualifiés, une Europe qui comprend que pour rattraper ses retards et parfois prendre de l'avance, nous devons agir en Européens et nous devons penser en Européens. Une Europe qui pilote sa zone euro, fondamentale, une Europe qui renouvelle ses règles budgétaires, car ce modèle de croissance et d'investissement supposera aussi des règles budgétaires qui seules permettent la convergence entre nos économies, surtout pour celles et ceux qui partagent une monnaie commune. Vous pourrez convaincre nos partenaires du bien fondé de la proposition belge d'intégrer pleinement le pilier social dans le cadre de convergence sociale dans le semestre européen. La solidité de notre euro, qui est une richesse commune, chers collègues, nécessite un sérieux budgétaire, une rigueur budgétaire, où chaque euro public doit être utilisé à bon escient. Une Europe qui contribue à la stabilité et à la prospérité de notre voisinage où la relation avec l'Afrique, c'est vrai, est la priorité, en regrettant donc l'impossibilité de mettre en œuvre le nouvel accord de Cotonou depuis 3 ans déjà. Notre voisinage immédiat, c'est aussi les Balkans occidentaux, une région qui reste traversée, on le sait, par de nouvelles tensions. Pour le mouvement réformateur, le respect de l'état de droit et des valeurs fondamentales reste
la pierre angulaire de l'Union européenne. Nous devons donc attacher une grande importance à l'efficacité des instruments existants, tels que la procédure article 7 et le dialogue État de droit, pour faire respecter les valeurs de l'Union et profiter de la détention par notre commissaire européen Didier Reynders de ce portefeuille pour faire avancer ces sujets. Enfin, nous souhaitons avancer sur la mise en cohérence de notre politique commerciale, cela a été dit par la ministre, comme nous l'avons débattu sur le Mercosur il y a quelque temps ici et sur notre politique commerciale globale, c'était au mois de juin avec vous, Madame la ministre. Avec un œil attentif sur le volet agriculture de l'Union européenne, une production alimentaire marquée par un niveau élevé de sécurité alimentaire, de santé animale et végétale, une production alimentaire qui assure des revenus corrects aux agriculteurs et le respect, bien entendu, de nos propres terroirs. Madame la ministre, lors de cette présidence, il nous incombera principalement de faire aboutir un maximum de dossiers dans le pipeline législatif européen avant la fin de la législature européenne. Et quels que soient les efforts de la présidence espagnole, on connaît les dossiers importants comme le pacte asile et migration que j'ai cité au début de l'intervention, le Green Deal Net Zero Industry Act que vous avez cité en réponse à l'IRA américain et les paquets migration et de défense de la démocratie. Une opportunité, je pense, pour user de votre compétence de coordination des transpositions de directives européennes et poursuivre à rythme soutenu la transposition de ces textes européens dans notre droit national. Des discussions financières auront aussi lieu concernant la révision du cadre financier pluriannuel, un cadre dont on parle très souvent dans notre comité d'avis. Il faudra bien évidemment tenir compte des développements sur la scène européenne et internationale, tels que l'agression russe contre l'Ukraine, ses conséquences, qui ont exercé une influence très importante dans la mise en lumière de notre dépendance énergétique. Nous le savons que trop bien. Cette dépendance énergétique doit nous forcer, chers collègues, à travailler sur notre mix énergétique, sur nos commandes groupées de gaz naturel, sur la limitation des variations de prix de l'énergie, essentielles pour nos ménages, nos entreprises. Nous devons porter notre attention sur les matières premières rares, vous l'avez dit, Madame la ministre des Affaires étrangères. Et en matière de politique étrangère et de défense, nous devons coopérer loyalement avec le haut représentant Borrell. C'est par ce biais que la Belgique continuera de plaider pour une Europe forte dans le monde, capable de parler d'une seule voix et faisant preuve d'efficacité. Et puis nous devons aussi poursuivre nos efforts pour demander la fin de la règle de l'unanimité dans la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne. Alors s'agissant de l'élargissement qui a été évoqué par plusieurs collègues, la Belgique devra mettre en œuvre les conclusions actées sous la présidence espagnole concernant l'Ukraine, la Géorgie, la Moldavie, et comme vous l'avez dit, en tenant compte de notre capacité à accueillir de nouveaux membres, la 6e partie de votre intervention. L'Europe doit se réformer en interne pour accueillir dans une décennie 7 ou 8 nouveaux États membres, pondération de droit de vote, extension du vote à la majorité qualifiée, réforme des fonds budgétaires, réforme du budget de l'Union européenne et des ressources propres. C'est évidemment un exercice difficile pour l'Union et qu'il faut en effet préparer en amont. Le groupe MR vous soutient dans la préparation des dernières étapes à la veille du 1er janvier 2024. Cette présidence a en réalité déjà commencé, comme le savent très bien les personnes qui vous entourent, avec le début de la présidence espagnole et le bilan de celle-ci qui impactera bien entendu notre présidence. Et je vous remercie bien entendu d'être proactive avec le volontarisme qui vous caractérise pour aboutir à des résultats ambitieux. Je vous remercie, Madame la Ministre. Merci, Monsieur de Maagd. Meneer Van Lauwe. Dank u wel, mevrouw de voorzitter, dat u me toch nog de kans geeft om in de eerste ronde de vragen te stellen. Ik denk dat het van belang is, want soms is de agenda van de minister zo druk dat zij inderdaad moet vertrekken en dat een reeks vragen misschien niet kunnen beantwoord worden. Dus ik ben blij dat ik toch in de eerste ronde mag. En ik stel ook vast dat er eigenlijk heel wat fracties niet aanwezig zijn. Dus dat geeft mij de tijd om toch wat kleinere vragen. En ik sluit mij uiteraard in de eerste plaats volledig aan bij de vragen van mijn goede collega Anneleen van Bossuyt. Mevrouw de minister, wat mij enigszins wel wat verwonderd is, ik heb u ergens horen zeggen dat u geregeld overleg heeft. Ik weet niet of u het woord stakeholders gebruikt hebt, maar ik heb u eigenlijk nergens horen vertellen hoe u samenwerkt met de deelstaten.
En dat bedoel ik zit hier uiteraard als Vlaams parlementslid, vertegenwoordiger in de Senaat vanuit het Vlaams parlement. Maar uiteraard wil ik ook graag weten hoe u als minister van Buitenlandse Zaken samenwerkt met de verschillende deelstaatregeringen. Wij hebben een uitgebreide bevoegdheid buitenlands beleid. En dan is het denk ik ook van belang dat u ook samenwerkt met de verschillende deelstaten in ons land. En wat mij betreft uiteraard in de eerste plaats met Vlaanderen, maar evengoed met de andere deelstaten in dit land. En hierbij heb ik eigenlijk al een heel concrete vraag. Ik ben namelijk op de hoogte, omdat ik het ook in het Vlaams parlement opvolg, dat Vlaanderen toch heel wat thema's wenst te behandelen binnen het Europees voorzitterschap. Uiteraard binnen hun bevoegdheid. Eén daarvan is uiteraard welzijn, er is anderzijds ook cultuur of onderwijs. En daarvoor probeert Vlaanderen alvast zich niet alleen te focussen op, zal ik zeggen, de instellingen, maar tegelijkertijd ook de burgers te betrekken bij bepaalde events. En dus mijn vraag is dan ook, gaat België dat tegelijkertijd ook doen? Op welke manier gaan burgers ook betrokken worden? U weet zeer goed, wanneer u dus al spreekt over werven ten aanzien van burgers, dat dat misschien iets te, hoe moet ik het zeggen, te politiek of dergelijke is, maar dat burgers toch zich betrokken kunnen voelen op de een of andere manier wanneer ons land samen met de deelstaten ook het voorzitterschap op zich zou nemen. Een tweede belangrijke vraag, en het is ook reeds aangehaald, dat zijn natuurlijk de handelsverdragen. U hebt dat in een van uw clusters of een van uw werven heel concreet aangehaald. Maar u weet natuurlijk ook, ja, het thema handel is uiteraard heel belangrijk en ik neem aan voor u dat dit als iemand van de liberale partij, net zoals collega De Maagd, dat een evenwichtig handelsbeleid uiteraard belangrijk is. En we zitten natuurlijk binnen de Europese Unie met inderdaad 27 landen waarvan wij proberen waarvan dat wij inderdaad het handelsbeleid op elkaar proberen af te stemmen. Maar dan is het wel merkwaardig dat ons land ondertussen 9 handels- en investeringsverdragen tot op heden niet geratificeerd heeft. En ik wil ze toch even aanhalen. Het meest gekende is natuurlijk CETA. We kennen de historiek nog van enkele jaren geleden. Maar ik wil toch nog even benadrukken dat het CETA-handelsverdrag nog steeds geratificeerd is. Verder zijn er ook met bepaalde Afrikaanse landen. Ik hoor collega Flahot het belang benadrukken van samenwerking met Afrikaanse landen. Maar ik wil er bijvoorbeeld op wijzen dat het economisch partnerschap-overeenkomst met Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibië, Zuid-Afrika ondertussen ergens in ons land geblokkeerd zijn. In ons land hebben wij eigenlijk nog altijd die ratificatie nog altijd niet gedaan. Evenmin de tijdelijke economisch partnerschapsovereenkomst met Ivoorkust. En dan zijn er nog 2 andere toch wel belangrijke investeringsbeschermingsakkoorden met Singapore en ook met Vietnam. Dus ik zeg niet dat dit de verantwoordelijkheid is van federaal, maar ergens zijn ze in ons land wel geblokkeerd. En niet door Vlaanderen, de Vlaamse regering en alvast ook het Vlaams parlement heeft reeds stappen gezet. Ik verwijs ook graag naar het handelsverdrag met Centraal-Amerika. Het is natuurlijk van belang wanneer Europa stappen zet dat wij uiteraard daarin zouden volgen. En tenslotte, mevrouw de minister, is natuurlijk hetgeen u onder, ik dacht ook de 3e werf, de sociale agenda, de sokkel voor sociale rechten. U hebt, dacht ik, er niet heel expliciet naar verwezen, maar het is ook wel de bedoeling dat dit gebaseerd is op, dacht ik, de verklaring van Porto van 2 jaar geleden, waarbij er inderdaad bepaalde, een soort framework werd vooropgesteld. Ik dacht dat dat was tijdens het Portugees voorzitterschap. Maar de eerste minister heeft 2-3 maanden geleden eigenlijk gezegd, binnen de DGE zullen wij werken op die non-paper of die verklaring van Porto. Ik hoorde u vandaag daar nu niet echt naar verwijzen, maar ik heb daar toch ook wel een paar bedenkingen. Ik heb die tekst nog eens gelezen. Ik vind die soms
bijzonder vaag, wollig. Ook in uw toelichting vond ik ook niet direct heel concrete aanbevelingen. We mogen natuurlijk ook niet vergeten dat wij als federaal land natuurlijk ook bepaalde sociale bevoegdheden bij de deelstaten zitten. Ik verwijs heel uitdrukkelijk naar welzijn, waar Vlaanderen toch heel uitdrukkelijk rond gewerkt heeft en in de toekomst dat ook van doet. Dus mijn vraag is daar ook op welke manier gaat u inderdaad ook de deelstaten daarbij betrekken. En anderzijds, wanneer u zegt die sociale pijler die moet aanzienlijk uitgebreid worden, dan hoop ik toch wel dat u met de geldende bevoegdheidsverdelingen rekening gaat houden. Eigenlijk heeft de Europese Unie op het vlak van sociale bevoegdheid, sociale rechten, slechts aanvullende bevoegdheden. Dus op het vlak van sociaal beleid, als ik ergens in de tekst lees, er wordt verwezen naar Common Minimum Standards for our Social Security Systems, dan moeten we natuurlijk opletten dat wij daadwerkelijk binnen de bevoegdheden blijven van het Europees Verdrag, zoals het laatst gewijzigd door het Verdrag van Lissabon. En tenslotte, ook mijn goede collega Anneleen van Bossuyt heeft er reeds naar verwezen, dat is de toetreding van Turkije. Eigenlijk al 20 jaar zijn we bezig met toetredingsonderhandelingen. Krijgt Turkije jaarlijks een toch wel aanzienlijk bedrag van pre-toetredingssteun. Maar zien we dat er eigenlijk geen enkele vooruitgang is in de verschillende hoofdstukken. Omdat blijkbaar in Turkije er misschien stappen achteruit worden gezet op het vlak van onze vrijheden die voor ons verworven zijn. Denk maar aan bepaalde journalisten die ook in de gevangenis zitten. Als er demonstraties zijn in Turkije, wordt er nogal hardhandig ingegrepen. Maar dan lees ik, het is misschien vers van de pers, ik weet niet of u het al gelezen heeft, dat Turkije plots vraagt dat er vooruitgang zou worden geboekt op het vlak van onderhandelingen, maar ze koppelt dat aan iets anders, namelijk de toetreding van Zweden tot de NAVO. Ik weet dat het uiteraard 2 totaal verschillende instellingen zijn, maar nogal veel leden van de NAVO zijn tegelijkertijd ook lid van de Europese Unie. Dus graag toch een heel uitdrukkelijk standpunt over die toetreding van Turkije. Gaan we naar een andere soort van samenwerking of gaan wij eigenlijk Turkije aan het lijntje blijven houden, jaarlijks gewoon die toetredingssteun blijven betalen, goed weten dat zij vermoedelijk nooit lid zullen worden? Ik dank u. Voilà, Madame la Ministre. Merci, Madame la Présidente, et merci, chers députés, tout d'abord pour vos questions qui témoignent de l'intérêt que vous portez à l'Europe et en particulier à notre future présidence du Conseil. Et c'est une excellente opportunité, je pense, de faire briller notre pays sur la scène européenne. Je peux vous dire que j'ai visité ce matin la représentation permanente auprès de l'Union européenne et j'ai pu constater sincèrement un enthousiasme incroyable. J'étais avec Wim van der Voort et mon conseiller Christophe et il y a vraiment un vrai enthousiasme dans toutes les équipes pour ce projet qui est mobilisateur et tant au niveau fédéral qu'au niveau fédéré. Et l'avantage, et ça répondra aussi à vos questions, c'est que tout le monde est rassemblé dans le même bâtiment que nous avons pu visiter ce matin. Et donc, il y a des contacts informels très réguliers entre les équipes. Toute la Belgique est là, rassemblée, que ce soit la Wallonie, que ce soit la Flandre, que ce soit le Bruxelles, capitale, le niveau fédéral. Et donc, tout ce monde collabore en bonne intelligence pour une présidence digne de la réputation que la Belgique a pu se forger au sein de l'Union européenne. Alors, je vais répondre tout doucement à vos questions. Peut-être tout d'abord, Madame la Présidente, vous avez fait allusion à la participation citoyenne dans votre introduction. Moi, je n'en ai pas parlé, donc, et ça répondra aussi à une des questions de Monsieur le député sur justement qu'est-ce qu'on fait pour que les gens, les citoyens se sentent concernés par l'Europe. J'avais pu exposer en mars dernier un programme de participation publique à 2 volets pendant notre présidence. Le premier volet impliquera
nos experts belges et nos partenaires sociaux, avec l'idée de développer une vision belge de l'agenda stratégique de l'Union européenne, et ce pour la période à venir, donc 24-29. Et le deuxième volet, lui, consistera en la mise en place d'un panel citoyen qui permettra aux citoyens de contribuer au développement de cette perspective belge sur l'agenda stratégique de l'Union européenne pour la législature donc à venir 24-29. Un appel d'offres pour sélectionner l'organisateur du panel citoyen va être très prochainement publié, et les activités consultatives du panel vont débuter dès janvier 24. Et ces recommandations, qui seront non contraignantes, seront présentées publiquement et publiées sur le site de notre présidence. Mais la participation publique ne s'arrêtera pas là. In het kader van het voorzitterschap hechten we ook veel belang aan de participatie van onze medeburgers. Daarom moedigen we lokale overheden en gemeenschappen aan om gedecentraliseerde participatieve evenementen te organiseren. Voor de selectie van de evenementen is een labelprocedure opgesteld, waarvan de lijst in samenwerking met de gefedereerde entiteiten wordt onderzocht. Voilà donc pour l'aspect participation. Pour ce qui est des négociations sur le Mercosur. Alors nous avons eu l'occasion de l'évoquer très longuement dans le rapport de politique commerciale que j'ai présenté le 28 juin dernier, donc je ne vais pas y revenir en longueur comme on l'a fait il y a quelques jours à peine. Mais bon, pour rappel, la Commission européenne restera à la manœuvre durant notre présidence, étant donné que la politique commerciale est une compétence exclusive de l'Union européenne, mais nous veillerons toutefois à promouvoir une politique qui soit ambitieuse et équilibrée et basée sur les trois piliers que sont l'ouverture, la durabilité et l'assertivité. Wat de overeenkomst met Mercosur betreft ben ik goed van bewust van de gevoeligheden die in ons land bestaan. In feite wachten we nog steeds op de reacties van Mercosur op het voorstel van een aanvullend protocol dat de Europese Commissie afgelopen maart heeft ingebied. Wat nu op tafel ligt voldoet niet aan de verwachtingen van België. Maar we zullen de situatie in België opnieuw bekijken zodra de voorstellen van Mercosur bekend zijn. Alors pour ce qui concerne les ressources propres, de commissie heeft eind juni 2 nieuwe eigen middelen voorgesteld. Een wijziging aan de bestaande ETS, Emission Trading Scheme, middelen in statistische afdracht gelinkt aan bedrijf voor heffing. Het Spaanse voorzitterschap zal snel dit voorstel onderzoeken en naar een afronding eind 2023 brengen. Het is belangrijk voor België om de nodige financiële middelen voor de Europese Unie te voorzien, maar het onderzoek hiervan is nog maar préliminaire. Pour ce qui concerne l'état de droit, comme j'ai eu l'occasion de le préciser longuement dans notre introduction, ce sera une priorité absolument centrale de notre présidence. Et à ce propos, de nombreux instruments pour le faire respecter existe, et nous venons d'ailleurs, nous verrons comment renforcer ces instruments et comment les pérenniser. La Commission produit, par exemple, chaque année, elle vient de le faire d'ailleurs, c'était à l'ordre du jour de notre conseil de ce matin, Conseil Affaires Générales, donc le rapport annuel général sur l'état de droit, avec des chapitres spécifiques qui concernent chaque pays des 27 et qui ont chacun pour eux des recommandations spécifiques, et donc nous pourrons facilement suivre la situation dans chaque État, et quel que soit l'État membre, en ce compris, comme vous l'avez cité, monsieur le député, l'Espagne ou encore la Pologne. Nous soutenons ces rapports et les dialogues auxquels ils donnent lieu. Over de impact van de verkiezing in Spanje.
Ik onderhoud geregeld contact met mijn Spaanse collega en we bespreken samen regelmatig de diverse dossiers en aandachtspunten die van belang zijn voor onze voorbereidingen. Onze samenwerking met Spaanse partner omtrent de voorbereiding van het aanstaande voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie verloopt dus voorspoedig en in lijn met de gangbare praktijken tussen Europese partners. Zowel mijn team op de FOD als onze permanente vertegenwoordiging geven mij een eenduidige boodschap door. Donc, en ce qui concerne la situation interne en Espagne et l'impact possible des élections sur la présidence espagnole, il ne m'appartient pas de commencer de commenter une situation politique interne. Mais comme vous l'avez dit, on a eu une très bonne présidence en 2010 sans même avoir de gouvernement. Donc, j'imagine qu'eux seront capables de faire la même chose le cas échéant. Pour ce qui concerne l'autonomie stratégique ouverte, op handelsgebied moeten we de open strategische autonomie van de Europese Unie versterken, eerlijke concurrentievoorwaarden garanderen en handelsbelemmeringen wegwerken. Zodoende zullen we de diversificatie van de Europese Unie export- en toeleveringsketens ondersteunen met bijzondere aandacht voor de toegang tot kritieke grondstoffen en innovatieve technologieën. Le commerce est également essentiel pour renforcer nos liens avec le reste du monde et nous promouvrons un programme commercial bilatéral ambitieux, équilibré, durable et conforme aux valeurs de l'Union européenne. Nous chercherons à renforcer nos relations avec nos partenaires transatlantiques, la région Indo-Pacifique, l'Afrique et l'Amérique latine. Nous veillerons à la mise en œuvre effective des accords commerciaux qui favorisent ainsi la croissance économique, la création d'emplois, le développement durable pour le bien-être des citoyens de l'Union européenne et de nos partenaires. Les petites et moyennes entreprises, le commerce numérique, la normalisation et le développement durable seront également au cœur de nos préoccupations. Alors oui, on a fait allusion aussi à la ratification des accords commerciaux. Nous avons abordé ce point aussi longuement pendant la présentation du rapport de progrès sur la politique commerciale que j'ai longuement présenté le 28 juin dernier. Donc je me réfère à ce qui était discuté à cette occasion et je vous rejoins sur l'importance, bien sûr, pour notre pays de pouvoir se montrer comme un partenaire loyal en ratifiant les accords passés. In de landbouwsector kan het voorstel over nieuwe genomische technieken aan de orde komen. Deze werd op 5 juli gepubliceerd. Nieuwe genomische technieken kunnen worden gebruikt om plantenvarieteiten te ontwikkelen die beter bestand zijn tegen het klimaat en plagen, die minder meststoffen en pesticiden nodig hebben. La Commission présentera sa proposition lors du Conseil Agrifish du 25 juillet prochain. Et les premiers signaux envoyés par la filière ENVI et Agri promettent des discussions difficiles et en intra-belge. En tout cas, il n'y a pas encore en tout cas de position définie belge. Alors, s'agissant de l'élargissement, oui, il y a cette importance géostratégique du voisinage direct de l'Union européenne qui est évidemment indéniable. La guerre en Ukraine le démontre clairement. L'Union doit donc jouer ici un rôle de premier plan et l'un des outils dont dispose l'Union européenne à cette fin est la politique d'élargissement de l'Union européenne, d'où le soutien belge à une perspective européenne pour les Balkans occidentaux et le trio qui y est associé. Mais cette considération
géostratégique ne doit pas signifier que la méthodologie actuelle de l'élargissement de l'Union européenne, avec les principes qui vont avec elle, doivent être abandonnés. La Belgique s'oppose à un shortcut, à une voie rapide pour accélérer l'intégration de l'Union européenne, qui doit donc aussi nous rappeler que c'est un succès, puisqu'on a énormément de pays qui veulent en faire partie. Donc on doit quelque part s'enorgueillir aussi que l'Union européenne attire des pays qui ont envie d'en faire partie. Mais cette politique d'élargissement de l'Union européenne, elle doit être fondée sur un processus qui doit être basé sur les mérites et qui s'articule autour du principe de conditionnalité stricte et équitable. En d'autres termes, les pays ayant des perspectives d'adhésion ne peuvent progresser sur la voie de l'adhésion que s'ils mettent en œuvre les réformes nécessaires de manière efficace et approfondie et conformément aux critères de Copenhague. Et ceci reste extrêmement pertinent, même après, je crois, leur 30e anniversaire. Pour garantir le bon fonctionnement de l'Union européenne à venir, on en a parlé, il est essentiel que les futurs États membres de l'Union européenne mettent en œuvre des réformes profondes dans les domaines que sont l'état de droit, des institutions démocratiques, des droits fondamentaux, de lutte contre la corruption, contre la criminalité organisée. Et nous attendons d'eux donc qu'ils établissent un bilan durable dans ce domaine. Alors, pour analyser les progrès des pays candidats dans tous ces domaines, notre pays attend avec impatience le paquet élargissement de l'Union que la Commission publiera à l'automne prochain. Et sur la base de cette analyse, il sera possible de voir pour les différents pays candidats s'ils sont, oui ou non, en mesure d'aller plus loin. Et s'agissant par exemple de la Turquie en particulier, oui, la Turquie reste un pays candidat, mais il faut constater que les négociations d'adhésion sont de facto gelées pour le moment, elles ne progressent plus. Et en effet, en juin 2018, le Conseil a fait observer pour la première fois que la Turquie s'était encore un peu plus éloignée de l'Union européenne, que les négociations d'adhésion avec ce pays étaient au point mort et que ni l'ouverture ni la clôture d'aucun autre chapitre n'était envisageable à l'heure actuelle. Et en outre, chaque année, le Conseil adopte des conclusions sur l'élargissement et le processus de stabilisation et d'association. Et dans ces premières conclusions qui ont été adoptées en décembre dernier, le Conseil a réaffirmé de vives préoccupations sur un certain nombre de domaines, et le Conseil a demandé d'ailleurs à la Turquie d'inverser d'urgence cette tendance négative et de remédier de manière crédible aux carences conformément aux engagements internationaux qui ont été pris par la Turquie. Alors, vous m'avez aussi interrogé sur la manière dont le gouvernement envisage, avec les entités fédérées, la présidence de l'Union, afin de mener à bien cet exercice collectif et de pouvoir concrètement et correctement nous organiser, coordonner les grandes décisions et orientations de la présidence. Nous avons mis en place toute une série de structures organisationnelles et de consultations. Et depuis septembre 2021, en fait, il y a une task force qui est dédiée à l'organisation de la présidence. Elle était mise sur pied au sein même du SPF Affaires étrangères pour débuter les préparatifs et coordonner les opérations en étroite concertation avec toutes les entités concernées, donc fédérales et fédérées. Et le 9 février 2022, on a aussi réuni pour la première fois le groupe de pilotage de présidence, où siègent des représentants des vice-premiers ministres au niveau fédéral, mais aussi des représentants des ministres présidents au niveau des entités fédérées. Et donc la composition de ce groupe de décision reflète donc celle du comité de concertation. Ce groupe de pilotage supervise les travaux en 3 sous-groupes préparatoires qui se concentrent sur le volet opérationnel,
sur la rédaction du programme et de la présidence et sur les aspects liés à la communication, à la culture et à la participation citoyenne aussi. Donc, on peut dire que voilà, la préparation de la présidence se fait au sein de ces groupes de travail et qu'elle est supervisée donc par ce groupe de pilotage qui est convoqué à intervalles réguliers pour faire le point, décider des grandes orientations avec l'idée de garder une vue d'ensemble des travaux et d'apporter un soutien politique aux préparatifs pour assurer donc le bon échange d'informations entre les départements, et un réseau de contact unique a été mis en place dans chaque entité, chaque administration, et tout ça au sein du même bâtiment, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc je peux vous rassurer, tout ça se passe très bien et en bonne intelligence. Voilà, la détermination de la position belge sur les différents dossiers européens continuera par ailleurs de se faire selon le processus qui a été établi et consacré en la matière conformément aux accords avec les entités fédérées de 1994. Et je tiens toutefois à souligner que pendant une présidence, un certain devoir de réserve et une coutume bien établie afin d'assurer notre rôle de honest broker nous incombera pour faire face aux nombreux dossiers qui seront sur la table. Alors, vous avez aussi parlé des accords de 1994. L'accord interministériel de politique étrangère du 7 mars dernier a marqué son accord sur la constitution. Oui, c'est la conférence interministérielle donc du 7 mars dernier a marqué son accord sur la constitution de 3 groupes de travail afin d'évaluer les accords de coopération donc, dont vous avez parlé, ceux de 94 et 95, en vue de leur actualisation. Et les différents groupes de travail ont commencé leurs travaux et soumettront donc un rapport en prévision de la prochaine CIP qui est prévue en octobre prochain. Alors, il était question aussi de l'Afrique et de la Chine. Le trio a défini plusieurs priorités pour nos relations avec l'Afrique, qu'on n'a pas oublié, je rassure le député Flao. Nous sommes déterminés à... Je parle de l'Afrique, donc... D'accord. Et donc, nous sommes déterminés, je peux vous rassurer, à consolider la relation entre l'Europe et l'Afrique, en particulier avec l'Union africaine et les organisations régionales. Notre objectif est bien sûr de relever ensemble les défis communs tels que le changement climatique, l'insécurité alimentaire, l'approvisionnement en énergie, les conflits armés, et nous utiliserons tous les outils et les instruments à notre disposition tels que la stratégie Global Gateway, les facilités européennes pour la paix, l'instrument européen de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale. Nous encouragerons également le recours aux opérations de la politique de sécurité et de défense commune et aux plans régionaux spécifiques tels que la stratégie renouvelée de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs. Alors, pour ce qui concerne la Chine, celle-ci reste, comme on l'a dit, un partenaire, un concurrent et en même temps un rival systémique. Il est évident que nous continuerons au niveau européen à y attacher beaucoup d'importance en gardant bien sûr à l'esprit que dans le domaine de la politique extérieure, la présidence n'a pas le dernier mot sur l'agenda qui revient au haut représentant Borrell. Ik wil toch ook toevoegen dat België nooit een samenwerkingsakkoord in het kader van het Belt and Road Initiative met China heeft getekend en heeft ook niet de intentie om dit in de toekomst te doen. Voilà, en conclusion, je pense qu'on a fait le tour de presque toutes les questions et en tout cas des principaux thèmes soulevés. Le nombre de questions qui ont été soulevées témoigne, même s'il y a eu quelques cascades, de l'importance et de l'intérêt que vous portez à notre politique européenne, qui reste centrale et au cœur de notre diplomatie. Comme je l'ai dit, il est important que nous travaillions tous
dans la même direction avec le Parlement, avec les entités fédérées, pour ce projet collectif qui nous tient tous à cœur, qui me tient à cœur, et je serai bien sûr à votre disposition pour vous informer régulièrement de ces avancées. Je vous remercie. Ik dank u. Voilà, mevrouw Van Bossuyt. Ja, graag. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Dank u wel ook, mevrouw de minister, voor uw antwoorden. Nog een paar bedenkingen aan de hand van uw antwoorden. U heeft inderdaad op de meeste vragen geantwoord. Ik hoorde u in verband met de betrokkenheid van de burger spreken over het feit dat er burgerpanels zullen georganiseerd worden. Nu, eerlijk gezegd, doet dat mij een beetje huiveren. Het doet mij denken, ik heb een flashback naar de conferentie over de toekomst van Europa, waar er ook heel dure burgerpanels georganiseerd zijn. En eerlijk gezegd, de bedoeling was om Europa dichter bij de burger te brengen. Ik vraag me af of die burgerpanels effectief Europa dichter bij de burger hebben gebracht. Ik denk de beste manier om Europa effectief dichter bij de burger te brengen is door ervoor te zorgen, door aan te tonen, door te focussen op die thema's waar Europa effectief een meerwaarde kan betekenen voor die burger. Dat die burger dan zoiets heeft van: ah ja, dat is inderdaad iets dat wij nationaal niet zouden kunnen oplossen. Daar hebben we Europa voor nodig. Europa heeft dat gedaan. Zo gaan we Europa dichter bij de burger brengen. Maar niet door burgerpanels te gaan organiseren. Ik zeg het, dat kost heel veel geld en het zijn altijd dezelfde mensen die daarop afkomen. Dat zijn al mensen die geïnteresseerd zijn in Europa. Ik herinner mij trouwens dat voor veel van die burgerpanels in verband met de conferentie over de toekomst van Europa, dat het zelfs heel moeilijk was om mensen te vinden om die panels vol te krijgen. Dus ja, ik stel mij daar eerlijk gezegd vragen bij. Dan een tweede bedenking in verband met het aanvullend protocol bij het Mercosur-handelsverdrag. En daar zegt u dat, zoals het nu op tafel ligt, of op tafel gelegd is door de Europese Commissie, dat het niet voldoet aan de Belgische verwachtingen. Ik veronderstel dat dan van een bepaald aantal, heel beperkt aantal partijen is. Eerlijk gezegd, we hebben hier een resolutie nog gehad bij ons in de Kamer, waarin vanuit de linkse partijen een opsomming kwam over wat er in dat aanvullend protocol zou moeten staan alvorens dat we het akkoord zouden kunnen ondertekenen. Eerlijk gezegd, als al die voorwaarden moeten voldaan zijn, dan gaan we dat akkoord nooit kunnen ondertekenen. Dus de vraag is, hoe ver ga je? Hè? Het moet nog ergens realistisch blijven, want eerlijk gezegd, als wij als Europese Unie dat akkoord niet gaan sluiten, dan zal China dat akkoord sluiten met die landen en dan zullen we veel verder van huis zijn. Want bij China gaat het niet over de details, maar daar zullen er geen standaarden rond duurzaamheid, rond arbeidsvoorwaarden en zo in staan. Dus ik hoop oprecht, mevrouw de minister, dat u daar, want ik weet dat u een voorstander bent van dat akkoord, dat u daar uw gewicht in de schaal kan leggen, uw figuurlijk gewicht dan, om ervoor te zorgen dat dat akkoord echt ondertekend wordt. Want het is echt zo belangrijk voor ons land. Dan een derde bedenking in verband met die financiële middelen. U zegt het is belangrijk om de nodige financiële middelen voor de Europese Unie te voorzien. Absoluut, maar wij zijn ervan overtuigd dat het budget van de Europese Unie, dat het probleem daarin vooral is de manier waarop dat budget momenteel besteed wordt. En de verdeling tussen de verschillende zaken. Landbouw bijvoorbeeld behelst nog 40% van het Europees budget gaat naar landbouw, terwijl dat landbouw goed is voor 7% van het Europese bbp. Dus er zit daar een scheeftrekking. Ook het cohesiebeleid neemt een grote hap uit dat Europees beleid, terwijl dat we weten dat het net in die middelen is dat er heel veel geld is dat niet terechtkomt waar het voor bedoeld is. Denk bijvoorbeeld aan de IKEA's die geld krijgen om bepaalde zaken te doen of anderen. Dus het is vooral belangrijk om binnen dat budget zelf te gaan schuiven. Vierde bedenking in verband met de hoogtechnologische gewasveredeling. Als ik u hoor zeggen dat we voor moeilijke discussies intra-België staan, ik begrijp dat eerlijk gezegd echt niet. Ik begrijp dat niet. Waarom? We hebben hier zo'n opportuniteit om aan duurzame voedselproductie te gaan doen. Als je de wereldkaart gaat bekijken en kijkt naar de gebieden waar die hoogtechnologische gewasveredeling toegepast wordt, dan zie je overal groene bolletjes, maar één grote rode bol en dat is Europa. En nu krijgen we de kans
om ook bij ons aan die duurzame voedselproductie te gaan doen. En dan zijn er toch nog partijen die zich dan ook nog groen durven noemen, die dat tegengaan. Ik begrijp dat echt niet. Bovendien, wij zijn wereldtop. Hè. Vlaanderen is wereldtop. En ik ben van Gent. Ik ben misschien een Gentse spraakwaterval, maar ik ben ook heel fier dat we in Gent het VIB hebben, het Vlaams Instituut voor Biotechnologie. Wij zijn wereldtop. De wereld kijkt naar ons in verband met die technieken. En dan zouden wij net diegenen zijn die daar moeilijk over doen en die technieken niet zouden willen toepassen. Ja, ik begrijp dat niet. Hebben zij dan liever pesticiden en alles wat er gespoten en gestrooid wordt, of een duurzame manier om aan voedselproductie te doen? Ik vind dat eerlijk gezegd een no-brainer. Het is echt een no-brainer. Dus ik hoop dat we daar echt aan die kar gaan trekken. En dan een laatste bedenking in verband met Turkije, mevrouw de minister. We moeten gewoon eerlijk zijn met Turkije. Nee, Turkije zal nooit lid kunnen worden van de Europese Unie. Maar ja, wij willen met jullie een duurzame relatie gaan opbouwen. Maar dat zal niet als lid zijn van de Europese Unie. Dank u wel. Monsieur Flahou. Merci, Madame la Présidente. Il ne faut pas être nombreux pour faire du bon travail, mais même en n'étant pas nombreux, ça prend du temps, Madame. Ça, c'est pas grave. Simplement une question en ce qui concerne les panels citoyens. Est-ce qu'au panel citoyen, on pose la question sur l'élargissement? Je pose la question comme ça. L'autre élément, je me réjouis de votre réponse sur l'Afrique, parce que j'avais noté ici que très souvent on ne parle qu'en termes d'économie, de finances, de commerce, etc. Or, il y a aussi l'humain, il y a la solidarité, il y a le social, la santé, l'éducation, l'agriculture qui méritent d'être pris en considération dans les relations avec ce continent africain. Ensuite, de façon très anecdotique, quand j'entends la façon dont on apprécie la capacité d'un pays d'adhérer ou pas, ça me fait penser quelquefois à des procédures que l'on fait respecter pour entrer dans des clubs de Rotary ou des clubs de golf, où il faut rencontrer une série de conditions. On est vraiment quelquefois un club de luxueux au niveau européen pour apprécier les qualités des uns et des autres pour entrer dans le club fermé. Ensuite, je voudrais simplement, il y a la réponse pour le logo qui n'a pas été apporté. Je voudrais avoir mes assurances que finalement les trois couleurs seront bien dedans et que ce sera la team Belgique qui sera dedans. Et si on envisage éventuellement de faire une consultation populaire sur le logo comme on fait pour les Jeux Olympiques ou d'autres éléments. Ça, c'est pour le fun. Et alors, l'autre élément, c'est de savoir qui est dans le comité de pilotage depuis 2021, qui siège là-bas, quels sont les organismes qui siègent, ou si c'est un club fermé auquel on ne peut pas avoir accès non plus. Et Madame la Présidente, c'est à vous que je m'adresse. Je voudrais que vous rappeliez un petit peu en quoi et comment les parlements vont pouvoir être associés, à quel moment, parce que je voudrais bien savoir où je dépose ma résolution quand même. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Flahou. Meneer De Spiegelier. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik wil tot slot of kort oproepen eigenlijk om, ja, zoals meneer Flahou ook benadrukt, om toch die verschillende parlementen van de deelstaten zo snel mogelijk toch meer of intensiever te betrekken hier, al is het maar fysiek ook in dit huis, in dergelijke debatten en gedachtenwisselingen. Ten tweede wil ik nog even aansluiten bij mevrouw Van Bossuyt, die inderdaad terecht zegt van ja, dat landbouwbeleid en die voedselvoorziening, dat daar vanuit Europa, zeker vanuit groene fracties, sterk op de rem wordt gestaan als het over innovatie gaat, als het gaat over modificatie van voedsel en zo verder. En mevrouw Van Bossuyt zegt daar ja, het alternatief, spuiten, glyfosaten en zo verder. Net dat is het probleem, dat we hier ook frontaal onder leiding van Ecologroen daar ook tegen ingaan, maar geen alternatief willen voorzien en faciliteren. Een aantal maanden terug was hier een interessant colloquium onder leiding van mevrouw De Lavaleye, dacht ik. Mevrouw Arina van de PS was hier ook te gast. En dat was natuurlijk één grote afbraak van het gebruik van glyfosaten en zo verder, grotendeels terecht. Maar het probleem was dat elk alternatief dat naar voren geschoven werd, ook afgeschoten werd. En dat wordt dus nog, ook op dit niveau, ook vandaag, terug op zijn minst geminimaliseerd. Wat betreft China en de nieuwe zijderoute, ja, heb ik niet echt een antwoord van u gekregen. Het standpunt van België zelf is één ding, maar in hoeverre zal België dat standpunt op Europees niveau naar landen die, zal ik
met voorzichtig uitdrukken toch wat meer onderhevig zijn aan die Chinese invloed op economisch en infrastructureel vlak? Hoe zal België haar diplomatiek gewicht tijdens het voorzitterschap gebruiken? Ik heb daar niet echt antwoord op gekregen, maar ik zal daar ongetwijfeld nog wel gelegenheid toe krijgen. Dank u wel. Monsieur de Maag ne souhaite pas réagir, meneer Van Loo. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Dank u wel, mevrouw de minister, voor verschillende antwoorden. U hebt op vele punten echt wel geantwoord. Een paar vond ik iets minder. Ik zou nog heel graag terugkomen op die burgerpanels. Ik stel vast dat u daar inderdaad enige hoop op zet. Ik moet u zeggen, ik was lid van de conferentie over de toekomst van de Europese Unie. Wat ik daar gezien heb, is eigenlijk een burgerpanel dat, ik noem dat gekaapt door lobbygroepen, verenigingen. In ons land waren dat zelfs af en toe de zuilen, gaande van vakbonden tot federaties, die probeerden bepaalde standpunten te sturen. Maar ultiem stelde ik vast dat de pen bij de aanbevelingen wel werd vastgehouden door politici. Ik geef u heel concreet een voorbeeld uit die aanbevelingen. Een van de aanbevelingen is, we hebben nood aan transnationale Europese lijsten. Transnationale Europese lijsten. Ik heb nu deelgenomen aan verschillende burgerpanels in het land en ik heb nergens, ook maar nergens, één burger horen pleiten voor transnationale lijsten. Dat is natuurlijk een idee van politici. Politici die daar bepaalde ideeën rond hebben over die transnationale lijsten en via die toekomstconferentie daar een aanbeveling hebben gedaan. Maar geen enkele burger in de hele Europese Unie ligt wakker van transnationale lijsten. Integendeel, hij vraagt juist meer betrokkenheid. Die transnationale lijsten, dat gaat nog verder boven de hoofden van de burger hangen. Mijn partij stelt altijd, de beste burgerbevraging, dat zijn verkiezingen. Wij als politici, wij horen, wij weten wat er leeft bij de burgers en op die manier, aan de hand van een programma, doen wij een aanbod en krijgen wij een mandaat. Ik hoor af en toe ook verhalen van, we moeten een gecorrigeerde loting doen. Ik stel mij dan altijd de vraag, een gecorrigeerde loting. Ja, leeftijd, geslacht en dergelijke wordt dan opleiding. Soms denk ik, gaat men het durven om misschien een overtuiging gecorrigeerd weg te werken bij die loting. Ik hou daar toch mijn hart voor vast. Verder, mevrouw de voorzitter, heb ik u horen vertellen dat u inderdaad voor die bepaalde handelsverdragen en investeringsverdragen gaat rondhoren of de druk verhogen, zodat die ook gestemd raken. Maar ik heb hier het lijstje over de partnerschapsovereenkomsten die hier in dit huis federaal nog moeten geratificeerd worden. Federaal, ik heb het dus niet over de deelstaten, want langs Franstalige kant, hoe moet ik het zeggen, langs het Waalsgewest, Franse gemeenschap, zijn er verschillende. Dat is uiteraard het meest gevoelige CETA, dat is door het Vlaams parlement en het federaal parlement. Maar hier in het federaal parlement is nog altijd niet geratificeerd economische partnerschapsovereenkomst met Ghana, is evenmin de economische partnerschapsovereenkomst met Ivoorkust. Dus u kan eigenlijk het initiatief nemen in dit huis, zodat het hier alvast geratificeerd zou worden. Evenmin het investeringsbeschermingsakkoord met Singapore en het investeringsbeschermingsakkoord met Vietnam. Dat ligt eigenlijk in uw bevoegdheid om dit hier in de Kamer te ratificeren. Dus dat zijn er toch al 4 waar dat niet de verantwoordelijkheid ligt bij een van de deelstaten, alvast niet bij het Vlaams parlement, want ik heb hier het overzichtje. In het Vlaams parlement zijn al die 9 volledig geratificeerd. 4 zijn er dus hier nog niet geratificeerd en een hele reeks zijn in de andere deelstaatparlementen evenmin geratificeerd. En tenslotte, mevrouw de voorzitter en mevrouw de minister, ik heb u horen pleiten inderdaad over de werkgroepen die op het laatste ICBB zijn aangeduid met, dacht ik, externe experten voor de herziening van de samenwerkingsakkoorden van 1994. Dat is voor mijn partij heel belangrijk. En ik hoor dat dat ook voor verschillende federale regeringspartijen heel belangrijk is. Alvast in het Vlaams parlement is daar quasi unaniem een resolutie gestemd dat die samenwerkingsakkoorden moeten aangepast worden
Omdat ze niet in overeenstemming zijn met de grondwet. Die samenwerkingsakkoorden die zijn ondertussen 30 jaar oud. De grondwet is ondertussen verschillende malen gewijzigd. En tegelijkertijd is natuurlijk ook het verdrag van de Europese Unie verschillende malen gewijzigd. Dus wij zitten met een samenwerkingsakkoord waar dat er juridisch problemen kunnen rond bestaan. Dus ik zou nogmaals vragen om daar spoed achter te zetten. U hebt net gezegd, ja, dat komt op het ICBB met een tussenrapport of zo van de verschillende werkgroepen. Ik weet, in die werkgroepen zitten externe experten. En ik hoor nu ergens luiden dat er al bepaalde experten ontslag hebben genomen uit een van die werkgroepen. Dus graag daar toch de nodige druk en eventueel ook toelichting wat daar mogelijk misschien aan de hand zou kunnen zijn. Ik dank u. Merci beaucoup. Peut-être avant de vous rendre la parole, Madame la Ministre, juste... Bon, je ne sais pas comment ça s'est passé il y a une dizaine d'années maintenant quand nous avions eu la présidence, mais je trouve qu'il y a assez peu finalement de relations entre les travaux initiés dans cette task force depuis 21 et notre Parlement, et je le déplore. Néanmoins, nous organiserons toutes les réunions qui sont celles traditionnellement organisées, les COSAC, etc., au niveau parlementaire. C'est la raison pour laquelle mon collègue, M. Van Guatsenoven, avait proposé que nous puissions porter une résolution qui mette en avant les priorités parlementaires, bien sûr, en coordination avec ce que vous venez de présenter, mais il y a des aspects peut-être qui pourraient être approfondis. Par exemple, je ne vous ai pas entendu parler du tout de la question de l'égalité des genres. Or, c'est une question qui ne peut pas être laissée sur le côté. OK, ce n'est pas une priorité économique peut-être, mais c'est quand même transversal. Cela transparaît dans l'ensemble des politiques et peut-être que nous pourrions mettre un point d'attention sur ce type d'avancée. Je pense que l'Europe doit rester un pays, enfin une union progressiste, en tout cas, dans laquelle chacun se sent bien, et les hommes et les femmes. Et je crois que ça peut être un pan important, mais il y a d'autres volets. Mon collègue Flao a parlé tout à l'heure d'un plus grand souci du reste du monde. Il y a d'autres matières qui ont été évoquées au-delà des matières strictement économiques et sociales. Et donc peut-être que notre Parlement pourrait jouer un rôle à cet égard. Madame la Ministre. Oui, je pense effectivement, et pour rebondir sur ce que vous venez de dire sur l'égalité des genres, il y aura notamment un conseil informel sur ce thème, et ce sera donc aussi un sujet très important qui entre aussi dans le rapport périodique État de droit, puisqu'il y a aussi le respect de l'égalité de genre dedans, les libertés fondamentales, au même titre que bonne gouvernance, liberté des médias, lutte contre la corruption, etc. Donc chaque pays a ses propres recommandations spécifiques. Il y a eu aussi des questions sur le panel citoyen. Je ne peux pas encore vous en dire avec beaucoup plus de précision quelles seront les questions qui seront posées, car elles ne sont pas encore déterminées, mais je prends bien note. Pourquoi pas, bien sûr, poser la question au panel citoyen de l'élargissement, comme vous le suggérez, puisque de toute façon, ça portera sur l'avenir de l'Europe. Donc, bien sûr, l'avenir de l'Europe passe aussi par son élargissement. Donc, ce sera certainement une question qui sera abordée, mais donc, on va seulement lancer l'appel d'offres dans quelques jours, mais voilà, cette question sera certainement à l'agenda. Sur les membres du comité de pilotage, comme je l'ai dit, c'est la même constellation que pour le comité de concertation, donc des représentants de tous les vice-premiers ministres fédéraux et des ministres présidents des entités fédérées, et le comité est présidé par Théodora Gensis, ici présente, avec la présence de notre ambassadeur et de la task force. Alors, s'agissant du logo, celui-ci n'a pas été fait en concertation il a été fait en concertation entre mes services et ceux du Premier ministre, et nous sommes toutefois encore en train notamment de travailler sur les éléments de communication comme sur le futur site web de la présidence, etc. Et donc la question de la présence des couleurs de la Belgique, je peux vous le dire, il s'est posé déjà en amont, et j'espère bien qu'elles seront présentes. Voilà, je reviens peut-être également sur la Chine. Oui, on a dit, celle-ci reste un partenaire, un concurrent et un rival systémique. Et il est évident que nous continuerons au niveau européen à y attacher beaucoup
d'importance en gardant à l'esprit quand même que dans le domaine de la politique extérieure, comme je l'ai dit, c'est la présidence qui a le dernier mot sur l'agenda et ça revient donc au représentant Borrell. Mais on propose régulièrement des thématiques et entre autres sur l'Afrique, sur le Proche-Orient. On a été très actifs et nous continuerons à l'être. Entre autres, l'accord de Nairobi et toutes les questions aussi de droits de l'homme, de droits humains, de développement culturel, d'échanges culturels aussi avec l'Union africaine. Donc, ce n'est pas du tout une question que nous mettons de côté. Ik wil toch ook toevoegen dat België nooit een samenwerkingsakkoord in het kader van het Belt and Road initiatief met China heeft getekend en heeft ook niet de intentie om dit in de toekomst te doen. Voilà, je vous remercie. Ja. Ik heb gehoord dat iemand heeft gezegd dat... Meneer De Spiegel... reactie op mij was, maar ik heb ook niet gezegd dat België dat ooit ondertekend heeft. Ik heb gezegd hoe België diplomatiek haar gewicht zal gebruiken om andere landen die gevoeliger zijn voor die Chinese invloeden, om daar tegenin te gaan. Dus ik heb niet gezegd dat België het zelf ondertekend heeft, dat niet. Merci, chers collègues. Je pense que ceci clôture notre séance du jour. Nous vous remercions, Madame la Ministre, pour votre disponibilité et les réponses à nos questions. Et nous poursuivons, bien entendu, avec ardeur en vue de cette présidence du Conseil de l'Union européenne. Chers collègues, une excellente fin de journée. Merci à toutes et tous. C'est quand la prochaine fois? Le ministre, la prochaine fois, c'est en septembre. Il n'y a pas de...